À l'occasion du centenaire de la loi sur le droit d'auteur au Canada, Copybec vous invite à découvrir une série de balados animés par Farnell Morisset. Explorez l'histoire de cette législation cruciale à travers des discussions avec des experts. Une production Copybec. Retrouvez le lien d'écoute dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. De retour à mon carnet. Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 27 septembre 2024. Au sommaire cette semaine, à quelques mois du CES de Las Vegas, on va parler de ce qui se prépare avec un regard en coulisses. Et puis, je vous propose une rencontre sous le couvert de l'anonymat avec 5 responsables de TI qui vont partager avec nous leurs craintes en matière de cybersécurité. On va parler d'intégration de l'IA dans les organisations, de leurs usagers et bien d'autres sujets. Merci d'ailleurs aux gens de Novipro qui m'ont permis d'enregistrer cette conversation-là dans le cadre de leur événement CyberX ou CyberX, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Et puis sinon, mes collègues sont là, en commençant par Catherine Dupont-Gagnon qui fait son tour cette semaine et qui vient nous parler de comment communiquer en protégeant notre vie privée. Thierry Weber est là pour nous parler des incendies liés aux batteries, et ça se passe en Suisse. Stéphane Ricoul s'intéresse aux divers modèles d'intelligence artificielle. Et puis Jean-François Poulain nous propose une discussion autour de la recherche UX. Et puis évidemment, on va aller faire un tour du côté de Paris, parler d'actualité avec Jérôme Colombin. Alors voilà le programme de Mon Carnet cette semaine. Maintenant, vous allez me permettre de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Joyce Gauthier, Siam Jama, Denis Galland, François Léger et Marc Lompré. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Très heureux d'être avec vous pour la prochaine heure et demie. Et puis, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour rejoindre Jérôme Colombin pour notre échange de la semaine. Bonjour Bruno Guglielminetti. Hey Jérôme Colombin, salut. Ravi de te retrouver de l'autre côté de l'Atlantique, Bruno, animateur du podcast Mon Carnet. J'ai quand même senti une hésitation là, au début de la phrase. Oui, j'étais pas sûr que c'était toi. C'est moi. Je me demandais si c'était pas ChatGPT qui me répondait. Avec son mode vocal avancé. Bon, alors tu sais, je suis très énervé puisque... je suis très jaloux, plus exactement. Okay. Puisque tu as quelque chose que nous ne pouvons pas avoir, nous, ici en France. Un coup, c'est toi, un coup, c'est moi. Là, c'est toi qui a le mode vocal avancé de ChatGPT. Ouais. Donc, je pense que tu vas être obligé de nous faire une démo. C'est bien ou pas? Écoute, moi, je pensais pas... Tomber amoureux? Pas être épaté. Tout le monde, non, tomber amoureux, il faut se calmer. Mais je pensais pas être épaté autant de la chose parce que déjà, on en avait déjà parlé, j'utilisais ChatGPT en mode vocal, mais là, d'être capable de l'interrompre, de retourner la conversation à 90 degrés, de le faire revenir en arrière, de rembarquer en avant, et tout ça, là, comme ça, rapidement, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu veux que je te donne un exemple? Ah, mais alors, avec grand plaisir. J'en meurs d'envie. Est-ce que tu peux me parler de, Jérôme Colombin? Je ne dispose pas d'informations sur un Jérôme Colombin spécifique. Il se peut que ses réalisations ne soient pas largement connues ou documentées. Si vous cherchez quelqu'un de renommé dans le journalisme... Ah, c'est méga vexant. Mais on a fait le test. On a fait le test avant de démarrer. Non, mais Jérôme, j'ai fait exprès. Sérieusement, je voudrais que tu me parles de Jérôme Colombin qui a été à France Info et qui aujourd'hui est podcasteur. Ah, je vois. Jérôme Colombin est un journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. Il a longtemps travaillé à France Info, où il était connu pour ses chroniques sur le numérique. Mais est-ce que tu peux me dire si Jérôme Colombin a déjà eu un restaurant? Non, à ma connaissance, Jérôme Colombin n'a jamais eu de restaurant. Il est principalement reconnu pour son travail dans le journalisme technologique, à la radio et en tant que podcasteur. Et est-ce que c'est vrai que Jérôme Colombin et François Sorel, ce sont des cousins? Non, Jérôme Colombin et François Sorel ne sont pas cousins. Bon, merci beaucoup. Est-ce que tu peux lui demander de nous parler avec une voix énervée? C'est la dernière chose que tu veux faire, énerver une machine. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément une bonne idée. Non, surtout que moi, je l'utilise pour travailler. Je n'ai pas le goût de l'énerver. Mais ça donne une idée de la flexibilité au niveau de la discussion. Mais pourtant, c'est possible, hein? Oui, c'est possible. De l'énerver, oui. Oui, de l'énerver.
Oui, ou sinon, on peut. Déjà, on entendait son intonation de Ah oui. Ouais. Et puis, c'est possible de lui demander de jouer un rôle. Alors, moi, juste avant qu'on se parle, j'ai dit quand je te pose une question sur Jérôme Colombin, tu dis que tu ne le connais pas. Ah, tu lui avais demandé ça? Oui. Ah ouais, d'accord, ok. Tu l'avais manipulé. Oui. Ah, C'est habile, hein? Ouais, c'est pas mal. Impressionnant. Voilà. Donc c'est le nouveau ChatGPT, mais bon, que j'avais un peu découvert en avant-première lorsque Tout à j'avais fait. interviewé Romain Huette qui m'avait fait une petite démo comme ça, mais il n'était pas encore déployé. Voilà, donc nous, on en est privé pour l'instant. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. On pense que c'est toujours à cause de la réglementation européenne, mais C'est sûrement pas pour des raisons de langue, parce que non. si c'est disponible en français au Québec. Mais il parle parfaitement bien français. En plus, il n'a pas d'accent. Non. On dirait pas qu'il est québécois. S'il te plaît. Il n'y a pas d'accent. On dirait pas qu'il est français. Ouais. Non, je sais. Quand on va au Québec, c'est nous qui avons un accent. Mais même quand vous restez chez vous, c'est toujours. Ouais, voilà, c'est nous qui avons un accent, exactement. Ouais. J'ai des questions à te poser. Hier, tu as suivi la présentation de Meta. Tu as même écrit là-dessus. J'ai lu un truc de ta part. Ouais, j'ai fait un petit récap complet, normal. Ouais. Oui, très complet. C'est plus que normal. Qu'est-ce que tu en as pensé pour les gens qui ne t'ont pas encore lu? Eh bien, écoute, c'était intéressant quand même. J'ai trouvé que Mark Zuckerberg était en pleine forme, surtout. Avec son nouveau look. Ouais. Avec son nouveau look. Bon, il avait un t-shirt trop grand, mais il était quand même bien motivé. Et c'est pas mal quand même tout ce qu'ils ont annoncé. C'est quand même pas mal. Aussi bien les lunettes holographiques, là, le projet Orion. Alors bon, c'est encore un prototype. On ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est pas au point. On sent qu'il y a un vrai défi technologique à relever. D'ailleurs, quand on lit le billet de blog très détaillé qui explique ce qui se cache derrière ce projet, ils expliquent, l'équation, elle est compliquée. Il faut de la puissance informatique. En même temps, qui dit puissance dit consommation énergétique. Donc, il faut des batteries. Donc, c'est des questions d'autonomie. Donc, c'est des questions de dissipation thermique aussi, de chaleur. Il paraît qu'ils se sont apparemment bien creusé la tête sur les questions de dissipation de chaleur, et donc ils ont mis au point un matériau spécial. Après, il y a un truc qui est un petit peu décevant, c'est qu'il est en 3 morceaux ce produit, puisqu'il y a les lunettes, il y a un boîtier déporté où il y a encore de la puissance de calcul, et puis il y a l'interface qui remplace ce qui pourrait être une souris, et qui est donc ce bracelet qui permet de faire des mouvements avec les doigts. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Moi, écoute, j'ai pas été... je veux pas sembler... J'étais content de voir qu'ils avancent là-dedans. Moi, je m'attendais pas à rien, donc je suis content, c'est une bonne nouvelle. Mais je suis heureux de voir qu'on avance, parce que ça fait des années, quand on parle du casque de réalité augmentée ou virtuelle, peu importe, on dit, mais un jour, il y aura des lunettes comme ce qu'on porte sur le nez. Mais là, on commence à s'approcher. Alors, c'est d'ici 1 an, 2 ans, on peut penser qu'on aura vraiment affaire à une vraie paire de lunettes qui sera juxtaposée ou qui sera synchronisée avec notre téléphone et qui sera capable d'utiliser la puissance du téléphone pour générer quelque chose qu'on verra. On n'est pas tellement loin de ça, là, avec ce qu'on a vu hier. Oui, mais tu vois, j'ai l'impression que les barrières technologiques sont encore quand même assez importantes. C'est un peu comme pour les casques de VR où il y a aussi des barrières qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à franchir. Donc moi je souhaite aussi qu'on puisse voir ce type d'appareil, même si on peut se demander si tout le monde ne va pas devenir complètement fou. Imagine si demain tout le monde a des lunettes à réalité augmentée, à mon avis tout le monde n'en fera pas une utilisation très sage. Non, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que tu pourras plus. Il y aura des accidents de voiture tous les jours. Il y aura c'est un produit qui est aussi potentiellement assez dangereux, en fait, socialement, il me semble. Destructif. Plus que les Google Glass on leur a reproché de prendre des photos dans la rue, etc. Mais c'était pas forcément ça le problème. Le problème des lunettes avec des informations, c'est que il y aura forcément des excès. Mais à côté de ça, c'est plein de promesses pour la traduction quand on va dans des pays étrangers, pour avoir des infos supplémentaires et tout. C'est formidable. Voilà. La technologie sera peut-être prête un jour, mais est-ce que l'humain sera prêt, lui, un jour? Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est l'autre question. Mais c'est vrai avec toutes les technologies. Mais autre produit qui a été présenté, le Quest 3S. Comment t'as vu ça? C'est sympa, un casque de réalité augmentée, réalité mixte à moins de $300. C'est quand même assez attractif. C'est une grosse claque au Vision Pro d'Apple. Ça rend le Vision Pro encore plus cher. Oui. Voilà, tu vas l'acheter, toi? Oui, moi, j'ai déjà commandé. Là.
Ah oui, carrément. Ah ouais, D'accord. oui. Ben, T'as sauté hier, dessus. quand je l'ai vu, j'ai été tout de suite sur le site. D'accord. Non, parce que je trouve, d'une part, bon, moi, je suis un utilisateur du Quest 2 et Mhm. j'attendais la Ouais, nouvelle moi version. aussi. Je m'attendais peut-être à un Quest 4, mais bon, je pense qu'ils ont autre chose en tête pour cette évolution-là. Mais d'arriver à offrir tout ce qu'ils offrent avec une puissance qui est très honorable à ce prix-là, moi, j'avoue qu'ils ont Et, fait leur devoir, là. et tu imagines quoi comme utilisation? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ben, pas de parler avec toi parce que j'aime Parce mieux que te ça, t'en as parler. marre? Ouais, non, ça, non. Une fois par semaine, ça me suffit. Mais ben, peut-être le jeu ou le documentaire. Essayer d'aller plus dans les activités Regarder des immersives. films. Ouais. Ouais. Moi, ce qui me tente, c'est le côté environnement de travail. Multiplier Ah les ouais, écrans pour ouais. pouvoir travailler, avoir l'ordinateur intégré dans le casque, etc. Ça, c'est un truc qui me tente vraiment pas mal. Et puis aussi mixer le côté visio-communication Oui. avec l'environnement de travail, comme on avait fait dans Horizon Workrooms avec François. On avait enregistré donc cette émission. On était dans un univers virtuel. Alors j'aime pas trop l'univers virtuel de méta, le côté cartoon là, tout le monde en personnage de films d'animation. Je suis pas fan. J'ai l'impression que plus ça va se démocratiser et plus on va avoir des alternatives. Puis de toute façon, c'est une question de rendu. Hein. Le jour où Meta va nous permettre d'utiliser notre téléphone pour prendre une photo de nous, de créer un vrai avatar, en tout cas un avatar qui nous ressemble plus, on paraîtra moins comme des dessins animés, puis là, ça changera déjà l'expérience. Ouais. Bah, comme ce qui est déjà possible dans le Vision Pro, par exemple. Exactement. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est l'une des différences majeures. Mais bon, est-ce que ça vaut 3 000 $ de plus? Pas certain. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est certain. Jérôme. Oui. Peux-tu me dire qui est cette nouvelle secrétaire générale? Non, secrétaire d'État. C'est ça son titre. Donc, secrétaire d'État, ça veut dire, c'est presque comme ministre, mais c'est pas ministre. Sans budget. C'est un ministre sans budget, ouais. Oui, exactement. Ça dépend d'un autre ministère. Alors, qui est cette personne qui vient d'être nommée? Clara Chapaz, effectivement. Bah écoute, c'est un peu une surprise. On l'attendait pas forcément. Enfin, on l'attendait pas du tout, même. C'est pas une mauvaise surprise. C'est quelqu'un qui dirigeait ce qu'on appelle la mission French Tech. La French Tech, évidemment, tu connais. Hein, c'est voilà cette espèce de bannière sur laquelle se rallient toutes les entreprises de tech françaises. Et la mission French Tech, c'était l'organisme un peu de pilotage au niveau du ministère. Donc elle, sa vraie expertise, c'est l'aspect business, quoi. Elle est très très immergée dans l'univers des startups. D'ailleurs, c'est amusant parce que la semaine prochaine, ils font un événement qui est la rentrée de la French Tech, où il y aura tous les représentants de la French Tech, et ça se fait du coup au ministère en présence de cette nouvelle secrétaire d'État. Tant qu'à faire. Voilà. Ouais. Moi, je l'ai rencontré, je l'avais interviewé il y a 1 an environ. On faisait un bilan justement des 10 ans de la French Tech. Alors après, il y a autre chose. Elle est également ministre de l'intelligence artificielle, enfin secrétaire d'État. Ça, c'est nouveau, ça. C'est la première fois qu'on voit le titre on voit apparaître le mot intelligence artificielle. Donc c'est assez intéressant. C'est pas là où elle a le plus de légitimité. C'est pour faire à la mode, c'est un message que le gouvernement envoie ou c'est parce qu'effectivement, là, maintenant... Bien sûr, quelqu'un a dû suggérer de faire apparaître l'intitulé, enfin, de se soucier de la question de l'intelligence artificielle. Ça, c'est une bonne nouvelle, ouais. Ça, c'est bien. Et ils se sont dit, où est-ce qu'on le met? Bah, on va le mettre avec le secrétariat d'État. Voilà. Enfin, je sais pas. Tout dépend quels sont les aspects qu'elle va traiter. Si c'est des aspects business, développement, aider les startups en IA, leur faciliter la vie, etc., très bien. Si c'est réfléchir aux problèmes de fond éthiques, sociaux, etc., posés par l'IA, après, elle s'entourera d'experts, hein, mais c'est pas son cœur d'expertise à elle. Voilà. C'est pas, tu vois, c'est pas une grande chercheuse en informatique ou en intelligence artificielle, hein, mais c'est pas forcément ces gens-là qui font les meilleurs ministres. Donc, est-ce qu'on l'entendra bientôt dans Mon Numérique? Bah écoute, ouais, j'espère. Moi, j'ai rediffusé l'interview que j'avais faite d'elle l'année dernière, parce que ça me semblait intéressant, ça donnait un certain éclairage, et j'espère que quand elle aura pris un peu de son envol et qu'elle aura pris connaissance des dossiers, et qu'elle aura sans doute des choses aussi à communiquer, je me ferai un plaisir d'aller lui tendre mon micro, ouais. Jérôme, j'ai une autre question pour toi. Tu parles de quoi cette semaine? Oui, bien sûr, cette semaine, je parle d'un sujet super intéressant. Mais alors, super intéressant. C'est comme d'habitude. Non, c'est encore plus que d'habitude. Ah oui? Okay. Et c'est un sujet que j'ai déjà abordé. C'est la manière dont des États ou des lobbies ou des officines particulières
tente de semer la pagaille dans les pays et dans les sociétés via les réseaux sociaux, en identifiant tous les problèmes et qui remontent sur les réseaux sociaux et en faisant monter la mayonnaise. Et en fait, j'ai interviewé un chercheur du CNRS qui a monté un labo qui s'appelle l'Observatoire des systèmes complexes et qui analyse tous ces phénomènes et qui me parle de la manière dont les États essayent de déstabiliser, et certains États, toujours les mêmes, essayent de déstabiliser nos pauvres démocraties occidentales via les réseaux sociaux. Et puis je parle également, je reste un peu dans le même domaine, celui de la désinformation, mais en matière d'entreprise et de matière financière. Il y a eu des arnaques incroyables avec des entreprises, avec des faux communiqués de presse qui faisaient monter le cours de bourse, puis qui le faisaient redescendre, et entre-temps, des gens s'enrichissaient. C'est une vraie plaie pour les entreprises, mais j'ai interviewé une société, une start-up qui s'est montée et qui propose une traçabilité des informations des entreprises grâce à la blockchain pour lutter contre ce phénomène. Wow! C'est vraiment très fort cette semaine. Bon, je te dis à la semaine prochaine, Bruno, et puis je te dis, alors on se retrouvera pour un nouveau débrief transatlantique, mais avant cela, lundi, rendez-vous avec François Sorel pour notre grand show mensuel, le grand débrief. Tu seras là? Quoi, ça? Ouais, ça va parler de quoi, là? Rafraîchis-moi la mémoire. Ah, bah écoute, on passe en revue les moments importants du mois de septembre, et puis on se tape nos petits délires tous les trois. Bon, puis okay. Si je suis chanceux, tu me laisseras parler de Netscape. Ah ouais, ok, si tu veux. Ses 30 ans. D'accord, ouais, bientôt. tout à fait. Allez, je te donne rendez-vous lundi 30 septembre, je crois que c'est ça. Je te le souhaite que ça soit ça. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut. Bonne suite de podcast. Bye. Toi aussi. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au nouveau podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet. À quelques mois du CES de Las Vegas, on va parler avec quelqu'un qui connaît bien les coulisses du CES, qui étudie des mois à l'avance une édition du CES pour créer le guide de survie du CES avec son co-auteur depuis de nombreuses années maintenant et qui récemment a passé un peu de temps avec Gary Shapiro, le grand patron du CES, pour mieux connaître les tenants et aboutissants de la prochaine édition qui va se tenir en janvier 2025. Alors, pour faire un peu de prospective, on retourne à Paris rejoindre Mathieu Deboeuf-Rouchon. Il est directeur de l'innovation chez Capgemini Engineering France. Bonjour Mathieu. Bonjour Bruno. Hey Mathieu, d'habitude, on se parle beaucoup plus tard dans l'année. On se parle presque au mois de décembre quand vient le temps du CES. Mais là, cette année, je me suis dit, tiens, je me prends plus tôt. Puis, bonne raison en plus, parce que la semaine passée, comme ça, tu as passé un petit moment avec Gary Shapiro, le patron du CES. Exactement, puisque en France, on a la chance d'inaugurer presque toutes ces réunions introductives au CES 2025. Et chaque année, depuis 2 ans, alors des fois c'était plutôt octobre, maintenant c'est en septembre, le CES Tech Trends, en fait, est une réunion qui réunit tous ceux qui veulent en savoir plus sur le CES qui va venir, avec notamment plusieurs conférences. Bien sûr, l'intervention de Gary lui-même, mais aussi Brian Kominski, qui vient parler donc ce futuriste du CES, qui vient justement parler des grandes tendances et de tout ce qui va se dessiner sur l'édition à venir du CES, et en l'occurrence 2025. Ouais. Mais toi, qui es un directeur de l'innovation dans une grande boîte d'ingénieurs, est-ce que tu apprends quelque chose quand tu vas à ces rencontres-là? J'ai toujours des choses. Alors, on a toujours des choses à montrer. C'est toujours, tu sais, les discussions qui commencent juste avant les conférences et qui s'éternisent, qui font prendre du retard. Alors, on n'a rien montré en ce qui nous concerne, en tout cas, sur le CES Tech Trends. En revanche, cette année, j'ai souhaité, et puis l'équipe en a été d'accord, présenter des projets sur le concours des CES Awards. Et donc, on verra bien si ces projets que nous allons présenter seront représentés dignement dans les CES Awards, notamment 2025. On a toujours des choses à voir, toujours des personnes à rencontrer. C'est la magie de l'innovation. On parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup de deep tech, de choses qui ne se voient pas, d'ingénierie, de choses compliquées, tout du moins complexes, pas forcément compliquées, mais on en parle souvent sous l'angle de l'humain. Et quelque part, ces grands moments technologiques sont de vrais moments humains, et le CES Tech Trends en faisait notamment partie cette année.
Puis c'est drôle que tu dises ça parce que c'est ce qui ressortait puis même je te l'avais dit de vive voix, mais je veux le répéter pour que les auditeurs l'entendent. Lors de Vivatech, je t'ai croisé à ton kiosque et Bien tu m'as sûr. montré plusieurs Innovation, projets, oui. ouais, sur lesquels vous avez travaillé, d'autres qui étaient déjà, là, qui existaient déjà dans le marché. Mais c'est ça qu'on sent derrière vous. Je ne veux pas faire la promotion pour Capgemini, là, mais on sent vraiment que l'humain, il est au cœur de votre travail. L'humain est au cœur de notre travail dans la mesure où nos ingénieurs, nos chercheurs essaient ont déjà des pistes de recherche qui sont complexes, mais toujours cette dimension humaine et cette dimension durable. Je pense que c'est deux drivers qui nous lient beaucoup parce que l'humain est au cœur de nos activités, déjà premièrement, et bien sûr l'impact des innovations que nous créons est aussi également important. C'est pour ça que le CES est également important pour nous, hein. Cette Ouais. année, ce sera aussi un grand marqueur de nos animations. On a véritablement envie de partager toutes les meilleures innovations qu'on a pu créer en lien avec nos partenaires, que ce soit sur la GenAI, que ce soit sur la supply chain, que ce soit aussi dans la santé. Et on avait présenté d'ailleurs à Vivatech Neural Coach, je ne sais pas si tu te Oui, souviens, oui, cette oui, oui. interface Ouais. cerveau-machine, voilà, et qui fait partie des petits bijoux qu'on a et qu'on aime bien et qui ont de vraies capacités aussi à se croiser, pas uniquement dans la santé, à aller dans l'industrie, à aller aussi sur d'autres secteurs d'activité, puisque ce qui se passe dans notre cerveau est absolument passionnant et peut aussi nourrir la sécurité des opérateurs en situation dangereuse, par exemple, pour mieux contrôler leur attention à tous ces sujets-là qui font que, bien sûr, l'humain est un driver fondamental et l'impact des innovations sur le monde l'est également, aussi, bien sûr, sur l'empreinte carbone et tout ce qui va avec. Mathieu, deux questions parce que il y a sûrement des auditeurs qui se souviennent des conversations qu'on a année après année. Donc, deux choses, deux mises à jour. L'an dernier, tu avais été choisi, c'est des milliers de personnes qui proposent leur candidature. L'an dernier, tu avais été choisi pour être juré sur le CES Unveil. Est-ce que cette année, tu as encore postulé? Bah, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est absolument passionnant, déjà, ce concours, dans la mesure où, quand on a la chance d'être juge, cette année, c'est quasi de mémoire, en tout cas, quand j'ai échangé avec les CES Awards, l'équipe, c'est 3400 candidatures. Donc, on est 3400 dans le monde, déjà, personnes passionnées à aller Ouais. chercher du travail supplémentaire. Parce qu'il ne faut pas oublier Surtout, qu'on oui, est. c'est ça. Ouais. Pour aller faire un deep dive sur entre 30 et 100 startups par jury à peu près, qui sont des moments aussi qui nous permettent, dans la catégorie sur laquelle j'ai postulé, qui s'appelle Human Security for All, donc c'est la façon dont la technologie va impacter la condition humaine, va nous permettre de cartographier des dizaines de startups qui essayent de changer le monde ou la condition humaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. J'espère, en tout cas, avoir une bonne nouvelle. Les choses se dessinent, j'espère convenablement bien. Et donc, on sera amené très certainement à faire un autre épisode en préparation de ce CES, Bruno, je te le dis, parce que, a priori, en tout cas, j'espère avoir une bonne nouvelle. Mais ce qui se dessine, c'est qu'il y a encore, au-delà des juges, beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises qui ont déposé des projets. Donc, dans la continuité de 2024, j'espère Ouais. que 2025 sera une bonne année aussi. Bon, puis parlant de continuité, et c'est ma deuxième question là-dessus, est-ce que cette année, il y aura encore un guide de survie du CES? Le guide de survie que nous écrivons avec Lionel, Qu'on mon salue acolyte, d'ailleurs. Ouais. qu'on salue par la même occasion, bien sûr qu'il y aura une édition 2025. Là où nous discutons actuellement, tu sais, c'est toujours quand on présente ce guide, c'est toujours la difficulté, mais on le présente parce que préparer un salon de la tech, et pour qu'il soit actionnable, surtout dans l'ampleur du CES, c'est qu'on a besoin de le préparer, de le vivre et de capitaliser au mieux, et de rendre ces 4-5 jours actionnables d'un point de vue business et pour valoriser une visite d'un salon de la tech en partenariat, en opportunité de deal, etc. Et donc, de fait, cette édition, on se l'applique aussi à nous-mêmes. C'est presque aussi pour nous Ben un oui, refresh que de le faire. un Alors, on camp a bien sûr d'entraînement. quelques partenaires qu'on embarque avec des éditions personnalisées, notamment des régions françaises, une région française très industrialisée qui est la région Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, et qui effectivement, notamment, souhaite accompagner ces délégations en les préparant au mieux. Donc, on voit bien que pour le visiteur, pour le start-upper, ce sont des choses importantes. Donc, il y aura une édition 2025. On fera bien entendu avec Lionel de multiples interventions, je pense auprès des
équipe et des startups de la délégation de Business France, parce que quand on est une startup, on fait forcément des erreurs. Les kakémonos sont pas forcément bien organisés. On pense qu'on va pitcher peut-être quelques fois par jour, mais non. Au CES, c'est 400 ou 500 fois par jour. On pitch tout le temps. Tu en sais quelque chose. Lui, on se pitch nous-mêmes des fois. Ouais. Et donc, en fait, oui, il y aura ce guide. Et bien sûr, il y aura encore quelques pages. Chaque année, il prend 10, 15, 20 pages. Donc, on va arriver à terme avec le guide de survie, peut-être en 2050, qui fera 500 pages. Mais bon, il y a toujours des choses à dire, mais c'est tout. On n'imagine pas tant qu'on ne l'a pas vécu. Et toi, tu en sais quelque chose parce que tu le fais depuis bien plus longtemps que nous. Je crois qu'on va arriver à la 10e édition, si je me trompe pas en ce qui nous concerne, presque 10 ans. Toi, ça fait plus de 20 ans. L'évolution de ce salon et le rendre actionnable est une nécessité pour tous ceux qui le visitent, qui ne sont pas journalistes comme toi et qui ont besoin de justifier aussi, de mieux comprendre ce qui les environne, mieux identifier les signaux froids et difficultés avec le CES quand même. C'est de comprendre que ce que l'on voit est peut-être des fois un projet de recherche, une innovation ou un projet en pré-passage à l'échelle. Donc, il faut aussi lire les différentes maturités technologiques des acteurs que nous rencontrons. De fait, le guide de survie, c'est un peu le compagnon qu'on aurait aimé nous avoir la première fois et qu'on a écrit et qu'on partage avec grand plaisir aujourd'hui. Écoute, Mathieu, je reviens là sur cette rencontre parce que je le disais au tout début, Gary Shapiro et puis ses acolytes, tu les as vus la semaine dernière. Est-ce que je peux te demander si tu peux nous glisser 2 ou 3 mots sur la prochaine édition? Parce que je présume que tu as eu des discussions avec eux. Ça va ressembler à quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention dans leurs propos? Il y a beaucoup de choses qui ont attiré mon attention. Une des premières choses, ça a été, quand ils ont notamment parlé beaucoup en présentation du CES 2025, c'est la beauty tech, la fashion tech et la façon dont la technologie peut rendre beau. Alors beau par rapport à soi, c'est toujours cette vision de s'aimer soi-même déjà et de se considérer comme beau par rapport à son propre idéal. En tout cas, il y avait vraiment un renforcement, une présentation de L'Oréal comme étant une des fortes étendards de la technologie pour servir l'humain et notamment la beauté. Donc, et a priori, une tendance, tout le moins une nouvelle ère, un nouveau topic autour de la fashion tech. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Est-ce que c'est un pied dans le retail que veut poser aussi la CTA pour on sait qu'une semaine après le CES, il y a la NRF à New York, donc effectivement, qui est le CES. Ils l'ont fait dans le monde de l'automobile, ils pourraient le faire dans le monde du vêtement. Oui, le CES, c'est aussi le Cars Electronic Show, on le dit souvent. Et donc, naturellement, alors c'est les deux topics qui me sont apparus un peu comme nouveaux. Après, un vrai sujet sur la technologie au service de l'industrie. Et quand on parle d'industrie, c'est de l'industrie dans la production, la gestion des stocks, notamment aussi l'analyse du life cycle, du cycle de vie intégral du produit, de sa production, de l'extraction des matières premières jusqu'à leur déploiement et leur recyclage. C'est aussi beaucoup de quantum, très certainement, parce que c'est un axe qui semble aussi prendre de l'importance. Et puis, des sujets qui sont quand même de se dire que les investissements technologiques sont extrêmement importants. D'ailleurs, Brian a soulevé que les investissements dans le hardware par rapport au software, finalement, le software prenait de plus en plus de place et avait gagné 4% en à peine 4 ans par rapport au hardware. Donc, dans les investissements et le pivot dont il parle sur les investissements dans la technologie, le software prend de plus en plus de place. Et c'est bien normal, à l'heure de l'intelligence artificielle, tu en parles dans beaucoup de tes articles et à chaque fois que tu publies, l'IA est centrale, elle sera centrale une nouvelle fois, bien sûr, mais finalement, est-ce qu'on en fait un sujet? L'IA est partout et en tout sur le CES, de même que la durabilité est dans tout et partout. Donc, en fait, ce sont des sujets qui sont intéressants. Et là où, par contre, il y a eu un vrai sujet de fond, il a passé beaucoup de temps, c'est ce qu'il a appelé l'entreprise moderne. Alors, en anglais, ils ont appelé ça de Modern Enterprise. Et donc, en fait, c'était le rassemblement de 2 facteurs, tout ce qui était capteur, processeur, plus les infrastructures de gestion de données dans leur ensemble, hardware, enfin, tout ce qui est un serveur, plus hyperscaler comme AWS, etc. Et puis, pour finalement travailler aux problématiques cyber, aux problématiques d'accès à ces services via le cloud, et puis beaucoup d'intelligence artificielle et de robotique, les deux associés ensemble. Donc, ça laisse présager quand même, on parle beaucoup de convergence entre le hardware et le software au CES. Là, plus que jamais, je pense que l'entreprise va en être au centre. En tout cas, c'est quelque chose que nous avons relevé, puisque Lionel et moi étions présents sur cet événement ensemble. Mais là, je t'écoute, puis j'ai l'impression que dans le domaine du manufacturier, on va passer au 6.0, là.
Et en tout cas, la notion d'entreprise intelligente, Ouais. d'industrie intelligente, et aller au-delà de l'intelligence, c'est-à-dire faire en sorte que l'IA ne soit plus seulement un outil pour répondre à un problème, c'est-à-dire qu'on tombe dans le solutionnisme Ouais, ouais, ouais. technologique, mais que l'IA soit de manière transverse exploitée pour rendre le business plus efficient et plus intelligent. Et donc faire parler la data, et on voit bien finalement que Bien. tous les problèmes sont liés à l'or noir qu'elle a donné, en tout cas, sont centrales. Mais qu'on parle de smartphones, d'automotive, enfin d'automobile, qu'on parle de tous ces sujets qui vont ponctuer finalement notre vie, celle de l'employé connecté, de l'opérateur connecté, de l'entreprise connectée, et puis bien sûr de l'environnement connecté, puisque on reste au CES, hein, il sera question de smart home, d'intelligence. On l'a vu déjà à l'IFA de Berlin. Hein, Samsung avait annoncé en grand renfort que voilà, c'était AI for all, et donc on voit bien que l'intelligence est partout dans tous les projets, dans toute la façon dont on conçoit notre vie. Après, c'est cette question de dépendance dont on pourrait aussi parler, de criticité de la donnée, de criticité des résultats, les enjeux de souveraineté qui sont liés derrière. Je ne sais pas si on en parlera vraiment beaucoup cette année au CES, mais on sent bien qu'il y a quand même un contexte assez fort. Moins important qu'en 2017, quand il était question de 5G, je ne sais pas si tu te Ouais, rappelles, ouais, ouais, les ouais. conflits géopolitiques finalement qui avaient pué sur le CES à l'ère de la 5G, de Huawei, etc. C'était un peu plus discret. Là, il a été vraiment question de penser la technologie au service de la condition humaine et de l'optimisation de l'efficience des entreprises dans leur modèle opérationnel. Ben, c'est le retour de l'humain. Un peu comme l'an dernier, hein, on avait senti aussi que la CES se centrait sur l'humain. Ben, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui suivent. Je vais te laisser retourner à tes activités, mais est-ce qu'on prend déjà un rendez-vous début décembre avec Lionel pour parler du guide? Et bien sûr qu'on parle, et puis on parlera peut-être des tendances, parce qu'on les aura analysées avec les Oui, mises ben à jour oui. du site du CES. Et puis d'ici là, les premiers awards arriveront. Donc, Aïe. j'aurai peut-être de bonnes nouvelles également à te partager sur les futurs récompensés, voilà, qu'ils soient Innovation Awards, ou enfin Honoré ou Best Innovation Awards. Mathieu Deboeuf-Rouchon, directeur de l'innovation chez Capgemini. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions, puis on se reparle au mois de décembre. Salut. Merci, salut. Bye. Cette semaine, la spécialiste de cybersécurité Catherine Dupont-Gagnon s'intéresse à l'utilisation des services de messagerie en ligne en toute sécurité pour protéger notre vie privée. Un choix qui dépend souvent de notre tolérance au risque. Ça bouge sur les plateformes de communication. Facebook offre maintenant le chiffrement de bout en bout sur sa messagerie. Telegram partage désormais les adresses IP des utilisateurs et Discord propose une nouvelle méthode de chiffrement bout à bout appelée Dave pour les appels audio et vidéo. Je vous propose donc de regarder aujourd'hui ce que tout ça signifie et de déterminer ce qui est sécuritaire ou moins sécuritaire et surtout, quoi utiliser pour communiquer en toute sécurité. Commençons par clarifier les grandes catégories de chiffrement. Le chiffrement en transit fait référence à la protection des données lorsqu'elles sont transmises d'un point à un autre sur un réseau. Par exemple, lorsque vous envoyez un email ou que vous visitez un site web, les informations peuvent être, en théorie, interceptées par des tiers. Pour éviter ça, le chiffrement en transit assure que les données restent confidentielles et intègres pendant leur voyage, rendant donc plus difficile l'accès aux informations par un attaquant. Toutefois, dans ce contexte, la plateforme qui transmet le message pourrait potentiellement accéder aux données puisqu'elle détient également la clé de chiffrement. Le chiffrement de bout en bout, ou end-to-end encryption, offre un niveau de sécurité plus élevé en garantissant que seules les personnes impliquées dans la communication peuvent lire les messages. Même les services qui transmettent les messages, comme les applications de messagerie, ne peuvent pas accéder au contenu des communications dans ce contexte-là. Ça signifie donc que seules les clés de chiffrement détenues par l'expéditeur et le destinataire peuvent déchiffrer les messages, rendant donc impossible l'accès par des tiers, y compris le fournisseur de services. Quelles sont donc les meilleures plateformes de communication à utiliser? Bien entendu, tout dépend de notre modèle de menace et de vos besoins ou attentes en matière de vie privée. Il faut savoir que le chiffrement de bout en bout offert par Telegram ne s'applique qu'aux communications privées. Et de plus, ce n'est pas le mode qui est là par défaut. Il faut s'assurer de l'activer. Les messages publiés dans des fils de conversation publics ne sont ni privés ni protégés. Ensuite, depuis quelques mois, Messenger de Meta a commencé à déployer la messagerie chiffrée de bout en bout par défaut auprès de l'ensemble de ses utilisateurs. Durant cette période de transition,
il faudra s'attendre à quelques glitches ici et là, puisque les messages ne seront pas tous chiffrés en même temps. C'est une mesure intéressante, qui assure un peu plus de vie privée sur une plateforme souvent critiquée pour son manque de considération dans le domaine. Reste à se demander si nous sommes prêts à faire confiance à M. Zuckerberg avec nos données privées. Dans la même lignée, WhatsApp offre également l'option de messagerie chiffrée de bout à bout, mais fait également partie de l'écosystème Meta. Les mêmes enjeux s'appliquent donc ici. Puis, il y a Discord qui annonçait en grande pompe l'arrivée des appels vidéo et audio chiffrés sous le protocole nommé Dave. Attention, le chiffrement ici ne s'applique pas aux messages écrits. Le blog officiel de Discord vaut le détour pour les détails techniques pour les plus geeks d'entre nous. En bref, le protocole permet aux utilisateurs de vérifier en tout temps quand les appels sont chiffrés et de faire des requêtes de vérification auprès des autres membres participant à l'appel ou à la vidéo. Bref, une option intéressante si l'on veut discuter l'esprit tranquille en jouant à un jeu vidéo avec ses amis. Finalement, on ne peut pas parler de communication et de vie privée sans mentionner le champion dans cette catégorie, Signal. Signal est souvent considéré comme le meilleur choix en matière de vie privée et de sécurité. Cette application de messagerie utilise un chiffrement de bout en bout robuste, ce qui signifie que même les développeurs de Signal n'ont pas accès aux messages des utilisateurs. En plus de la messagerie texte, Signal permet des appels audio et vidéo sécurisés, ainsi que l'envoi de fichiers, le tout avec un haut niveau de confidentialité. Un des avantages majeurs de Signal est son modèle open source. Ça signifie que le code source de l'application est accessible à tous, ce qui permet à des experts en sécurité de l'examiner et de vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité ou de porte dérobée. Cette transparence est un atout considérable, surtout pour ceux qui sont plus soucieux de leur vie privée. Signal se distingue également par son engagement à ne pas collecter de données sur ses utilisateurs, contrairement à d'autres applications de messagerie. Cependant, il est important de noter qu'aucune plateforme n'est totalement à l'abri. Même avec un outil comme Signal, c'est crucial d'adopter des bonnes pratiques en matière de sécurité. Activer l'authentification à plusieurs facteurs, rester vigilant sur les liens suspects et éviter de partager des informations sensibles sur des réseaux non sécurisés. En conclusion, le choix de la plateforme de communication dépend vraiment de vos besoins spécifiques et de votre tolérance au risque. Que ce soit Signal, WhatsApp, Messenger, Discord ou Telegram, chacun a ses avantages et ses inconvénients. L'important, c'est de rester informé sur les pratiques de sécurité et de faire des choix éclairés pour protéger vos données personnelles. Depuis un moment, on parle beaucoup d'incendies causés par des batteries en Suisse et le sujet a particulièrement allumé mon collègue Thierry Weber. Alors on écoute son billet sur le sujet. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. La question des incendies liés aux batteries lithium-ion est un sujet brûlant, et sans mauvais jeu de mots, ici en Suisse, en particulier dans les déchetteries. On parle d'objets du quotidien comme des écouteurs sans fil, des caméras ou encore les fameuses puffs qui sont en fait des cigarettes électroniques jetables. Ces objets remplis de batteries lithium-ion se retrouvent dans les déchets et avec un simple choc ou une forte chaleur, ils peuvent s'embraser de manière explosive. Bertrand Giraud, directeur du centre de recyclage Serbeco à Genève, est aux premières loges de ce phénomène. Le 1er août dernier, son centre a été le théâtre d'un incendie provoqué par l'une de ces fameuses batteries. Il tire la sonnette d'alarme en expliquant qu'il y a 10 fois plus de départs de feu qu'il y a 5 ans. Mais selon lui, le problème ne s'arrête pas là. Il souligne que ces incendies coûtent cher aux entreprises de recyclage qui doivent investir dans des systèmes sophistiqués de détection et d'extinction des incendies. Des infrastructures coûteuses qu'elles doivent financer elles-mêmes. Et ce n'est pas tout. Certaines entreprises risquent même la faillite à cause des frais engendrés par ces incendies. Les autorités fédérales ont compris l'urgence de la situation et ont déjà organisé 2 tables rondes en 2024. La dernière, en août, pour discuter des solutions à mettre en place, il était question de lancer une campagne de sensibilisation nationale dès octobre pour mieux informer les citoyens sur le tri des batteries lithium-ion. Parce que oui, ces batteries ne doivent pas être jetées n'importe où. Une 3e table ronde est prévue pour 2025 avec des discussions centrées
sur des questions aussi cruciales que le financement des installations anti-incendie et la responsabilité en cas de sinistre. Et l'assurance dans tout ça, eh bien, c'est un vrai casse-tête. Dans des cantons comme Genève et le Valais, il devient de plus en plus difficile de trouver des assurances contre les incendies. Et même quand elles existent, les conditions sont extrêmement strictes et les primes exorbitantes. Il n'est donc pas étonnant que certaines entreprises se retrouvent dans une situation périlleuse. Sur le plan politique, l'idée d'interdire certains objets contenant des batteries lithium-ion, comme les puffs, commence à faire son chemin. Christophe Clivat, conseiller national vert du Valais, a déposé une motion pour interdire ces fameuses cigarettes en Suisse. Pour lui, ce produit n'a aucun sens, ni social, ni écologique, ni économique. Son argument concernant l'augmentation des incendies a déjà trouvé un écho favorable parmi ses collègues. Le débat est en cours et le Conseil des États devrait se prononcer sur la question en mars prochain. Au final, entre les discussions politiques et les efforts au niveau fédéral, on ne peut pas dire que ce sujet a été laissé de côté. Mais en attendant, si vous possédez des appareils avec des batteries lithium-ion, un petit conseil, soyez prudents. Et oui, et surtout pensez à les recycler correctement, parce que, qu'on se le dise, personne ne veut être à l'origine du prochain incendie de déchetterie. En conclusion, la problématique des batteries lithium-ion est plus complexe qu'elle n'y paraît. Si elles nous offrent confort et innovation au quotidien, elles peuvent aussi nous exposer à des risques que nous n'avions pas anticipés. Il est donc impératif d'améliorer le recyclage, d'investir dans des infrastructures et de sensibiliser le public. Ce sont des actions nécessaires pour garantir la sécurité de nos déchetteries et éviter des catastrophes coûteuses et évitables. Allez, pensez à faire du tri correctement, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Cette semaine, mon collègue Stéphane Ricoul se pose la question « Être ou ne pas être open source, excusez l'anglicisme, quand on est un modèle d'IA ?» Comme dirait l'autre, telle est la question. Durant l'événement All-In organisé par Scale.ai, j'ai pas pu m'empêcher d'aller piquer une petite jazette dans l'espace dédié à la France. J'en suis sorti avec un sujet pour cette semaine, mais surtout avec un certain questionnement, à savoir si les modèles d'IA open source versus ceux propriétaires sont plus avantageux. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux approches en mettant en lumière les implications concrètes de l'utilisation des modèles d'IA open source. Non pas que ce soit un biais de ma part pour l'open source, je ne suis absolument pas assez technique comme gars pour porter un jugement là-dessus, mais bien parce que la personne avec qui j'ai jasé m'a mis sur cette piste et que son entreprise se différencie en partie de la sorte. Alors, je vous divulgue tout de suite avec qui j'ai jasé, Germain Masse, responsable marketing produit pour tout ce qui touche à l'IA et les données chez OVH Cloud. Mais soyez rassurés, ce qui va suivre n'est aucunement une infopub pour OVH, juste une réflexion de ma part. Donc, je veux être clair, je ne rapporte aucunement les propos de Germain. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle d'IA open source? Eh bien, c'est comme pour le reste de l'open source, c'est un modèle d'IA dont le code source est accessible publiquement. Autrement dit, cela permet à quiconque de l'utiliser, de le modifier et de le distribuer. Par exemple, parmi les frameworks populaires qui permettent aux développeurs de créer et de partager des modèles d'IA, on retrouve TensorFlow chez Google et PyTorch chez Facebook. À l'autre spectre, les modèles propriétaires sont développés et contrôlés quant à eux par des entreprises qui ne rendent pas leur code source accessible au public. Pas besoin d'avoir la tête à Pépinot pour comprendre que les modèles open source favorisent donc une collaboration mondiale permettant aux chercheurs et aux développeurs de travailler ensemble pour améliorer les modèles existants. Une collaboration qui accélère dans une certaine mesure l'innovation et permet de résoudre des problèmes complexes probablement plus rapidement. Idem en ce qui concerne le coût, puisque les modèles open source sont souvent gratuits, réduisant ainsi les coûts initiaux pour les entreprises et les développeurs et permettant à un plus grand nombre d'acteurs de participer au développement de l'IA, indépendamment de leurs ressources financières.
D'ailleurs, sur cet aspect, Germain Masse de OVH Cloud me précisait que, de par leur modèle d'hébergement en open source, il évaluait l'économie pour une entreprise de l'ordre de 30%, ce qui n'est pas négligeable si cela s'avère vrai. Après quoi, autre point en faveur de l'open source, pour les modèles d'IA, c'est que la disponibilité du code source permet de vérifier la sécurité et la performance de ces modèles, d'auditer le code pour s'assurer qu'il n'y a pas de vulnérabilité ou encore de comportement indésirable. Un avantage qui m'apparaît crucial quand on parle d'applications sensibles de l'intelligence artificielle. Dernier avantage d'un modèle d'IA en open source, c'est que les utilisateurs peuvent adapter les modèles à leurs besoins spécifiques, ce qui est particulièrement utile pour les projets de recherche et les applications personnalisées, permettant de créer des solutions sur mesure qui répondent précisément aux exigences des utilisateurs. Mais nous ne sommes pas au pays des calinours ni des bisounours pour l'espace France à All-in. Les modèles d'IA en open source ont aussi des inconvénients, à commencer par leur complexité, qui peut nécessiter des compétences techniques avancées, une mise en œuvre et une maintenance nécessitant une expertise spécialisée, faisant en sorte que cela peut être un obstacle pour certaines entreprises. D'autant plus que, contrairement aux solutions propriétaires, les modèles open source peuvent offrir moins de support technique, compliquant quelque peu la résolution de problèmes et obligeant les entreprises à souvent se tourner vers des forums communautaires pour obtenir de l'aide avec tous les enjeux de fiabilité des réponses qui viennent avec. Ce qui amène naturellement à un autre inconvénient, celui des risques liés à la sécurité, faisant en sorte que si le code n'est pas correctement audité, les modèles open source peuvent être vulnérables aux attaques si des failles de sécurité ne sont pas rapidement identifiées et corrigées. Et restons dans la même veine un instant de plus, puisque les données peuvent aussi être exposées si les bonnes pratiques ne sont pas suivies, ce qui peut poser des problèmes de confidentialité cette fois-ci. Les modèles open source n'y échappent pas, ils doivent se conformer aux réglementations en vigueur et les entreprises doivent s'assurer que leurs pratiques de gestion de données sont conformes aux lois et aux normes internationales. J'ai parlé des avantages, inconvénients, coûts, sécurité, complexité technique, mais qu'en est-il de l'impact environnemental? Y a-t-il une différence entre un modèle d'IA open source et un modèle d'IA propriétaire? Les modèles d'IA, qu'ils soient en open source ou propriétaires, consomment beaucoup d'énergie, ce qui a un impact environnemental significatif. La formation de modèles complexes nécessite des ressources informatiques importantes, contribuant ainsi aux émissions de carbone. Il existe cependant des efforts pour réduire l'empreinte carbone des modèles d'IA, comme l'utilisation de centres de données plus efficaces et de sources d'énergie renouvelables. Certaines entreprises choisissent également d'optimiser leurs algorithmes pour réduire la consommation énergétique. Mais j'ai pas l'impression que l'impact est différent entre open source et propriétaire. Si vous avez des preuves du contraire, alors n'hésitez pas d'y aller avec des commentaires. Alors pourquoi OVH Cloud a choisi l'open source? Une petite visite sur son site web nous apprend que OVH Cloud s'engage à promouvoir une approche ouverte et collaborative, alignée avec les principes de l'open source, permettant de créer un écosystème où les utilisateurs peuvent bénéficier de transparence, de flexibilité et de sécurité offertes par les solutions open source. En adoptant des solutions open source, toujours selon le site web de OVH Cloud, ils peuvent offrir des services qui ne verrouillent pas les utilisateurs dans une seule plateforme, permettant une plus grande liberté de mouvement et d'intégration avec d'autres systèmes. De plus, peut-on y lire, l'open source permet à OVH Cloud de collaborer avec une communauté mondiale de développeurs et de chercheurs, accélérant ainsi l'innovation et l'amélioration continue des services. Vous me voyez certainement venir avec ma prochaine question, mais alors pourquoi Amazon Web Services n'a pas adopté pleinement l'open source, si c'est aussi fantastique que le laisse croire le site web d'OVH Cloud? Car oui, AWS a construit son modèle commercial autour de services propriétaires qui offrent une intégration étroite et un support technique robuste, mais qui leur permet aussi et surtout de monétiser leurs services de manière plus directe et ainsi garantir une expérience utilisateur cohérente.
Amazon Web Services peut ainsi exercer un contrôle plus strict sur la sécurité et la performance de ses services, ce qui peut être un avantage pour les entreprises qui recherchent des solutions clés en main avec un support technique complet. C'est sans compter avec le large éventail de services intégrés que AWS propose et qui fonctionnent de manière optimale ensemble, limitant ainsi l'adoption de solutions open source qui pourraient ne pas s'intégrer aussi bien dans cet écosystème. Ah là là, comme dirait l'autre, les modèles d'IA open source et propriétaires présentent donc chacun des avantages et des inconvénients, on s'en doutait bien. Les modèles open source offrent une accessibilité, une transparence et une flexibilité accrue, mais peuvent aussi nécessiter des compétences techniques avancées et offrir moins de support technique. Les modèles propriétaires, en revanche, offrent une intégration étroite et un support robuste, mais peuvent être coûteux et moins flexibles. Alors, chers directeurs et directrices TI, vous voilà face à des choix qui nécessitent que vous évaluiez parfaitement vos besoins spécifiques, mais aussi vos ressources pour choisir la solution qui leur convient le mieux. D'ici là, l'avenir de l'IA verra probablement une coexistence de ces deux approches, chacune apportant ses propres contributions à l'innovation technologique. L'an dernier, en novembre plus précisément, je vous avais présenté, en collaboration avec le groupe Conseil Novipro, une table ronde avec des directeurs de TI pour parler cybersécurité. Mais ce qu'il y avait de particulier avec cette rencontre, c'est qu'on a tout fait ça sous le sceau de l'anonymat. Pas de nom d'entreprise, rien. L'idée étant de parler à bâton rompu à des gens issus de PME, de grandes entreprises, de parler vrai avec eux d'enjeux, de défis, du quotidien qu'ils ont à vivre. Ça a tellement bien marché que cette année, les gens de Novipro m'ont invité à répéter la chose. Alors cette fois, je vous propose une rencontre avec 5 professionnels du monde des TI que je rencontre pour remettre le sujet de la cybersécurité et tout ce qui est autour sur la table. Question de voir comment les choses ont évolué ou peut-être pas. On parle de cybersécurité, mais également de cyberrisque, de l'intelligence artificielle qui entre dans l'écosystème des entreprises et beaucoup d'autres sujets. Alors, contrairement à mon habitude, je ne vais pas vous présenter mes invités, à part peut-être un, Roger Ouellette, il est le directeur de la pratique sécurité chez Novipro, et je l'ai invité autour de cette table avec mes 5 invités pour rebondir un peu sur leurs propos et mettre ça en contexte avec ce que lui vit avec les clients Novipro dans sa pratique. Allons-y. D'abord, merci d'être là, de vous prêter au jeu de cette conversation anonyme. Donc, première question. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez actuellement en matière de cybersécurité au sein de votre entreprise? En fait, moi, je dirais que principalement, moi, je fais de la consultation. Donc, tout simplement, je touche à plusieurs entreprises. J'entends souvent, ça m'arrivera pas. Je suis trop petit pour que ça m'arrive. Moi, c'est ce que j'entends souvent. Par contre, si individuellement, on peut se faire prendre nous-mêmes en tant qu'individu, qu'est-ce qui ferait qu'une petite PME, même de 5, 10, 15 employés, ne pourrait pas se faire prendre? Donc, je lance souvent la réflexion aux propriétaires d'entreprises en disant « Pourquoi, toi, ça ne t'arriverait pas? » Est-ce qu'ils arrivent à vous trouver une réponse? Non, sont un peu bouche bée, mais je pense que ça, en fait, ce qui est important, c'est que ça lance la réflexion. C'est ça qui est très, très, très important. On s'entend, je fais beaucoup de transformation numérique, donc on est dans la gestion du changement. Gestion du changement, c'est prendre conscience de beaucoup de choses. Puis souvent, dans le cours de mon mandat, là, ils se rendent compte que, finalement, ça serait peut-être important qu'on aille chercher une certaine expertise ou quelqu'un qui va pouvoir nous aider au niveau de la cybersécurité. Puis pour relancer un peu là-dessus, moi, ça fait déjà quand même un certain temps que je participe à des événements comme on est ici présentement où on discute de cybersécurité. Puis moi, je suis dans un milieu, dans une PME manufacturière. Donc, les enjeux, des fois, au niveau budgétaire, c'est pas toujours évident parce qu'on se bat un peu la sécurité versus les opérations versus ce qui est vraiment payant pour la business. Mais une des questions souvent que je vais dire aux gens avec qui j'interviens à la direction, au président finalement de la compagnie, c'est pas de savoir est-ce qu'on va se faire hacker ou est-ce qu'on va se faire pirater, c'est quand ça va arriver. Et quand ça va arriver, est-ce que tu veux que la compagnie soit prête à répondre à cet événement-là de manière quand même adéquate et que les opérations soient le moins affectées possible?
Puis c'est ça un peu le but de mon rôle en cyber, c'est vraiment de m'assurer que si jamais il vient avoir un événement, quand ça va arriver, que les opérations restent pratiquement intouchées ou puissent continuer ou se poursuivre presque normalement. Là. Au final, c'est un peu ça notre rôle, là, si on peut dire. Là. Peut-être de garder le rythme, de jamais relâcher sans arrêt. La cybersécurité, c'est continuel, c'est dans plusieurs sphères, mais de ne pas se faire dépasser. Tantôt, on parlait, ça va arriver, mais on essaie de repousser ça le plus possible, mais il y a tellement de possibilités maintenant de se faire attaquer de l'intérieur, de l'extérieur, de toutes les façons possibles que ça devient épuisant. Puis on sent que les gens commencent à être épuisés par rapport à ça. C'est pas facile de garder la garde levée sans arrêt. Même si on va chercher des ressources externes, des compagnies externes, je trouve qu'il y a un épuisement général des gens qui doivent... Et c'est vrai, surtout que même nous autres, plus ça avance, puis plus notre surface d'attaque grandit. Tu sais, veut pas, on rajoute des nouvelles technologies au niveau du plancher de production, on rajoute des robots, on rajoute des automates, on rajoute des systèmes. Des fois, on essaie d'aller s'approvisionner. Bon, on n'a pas un budget extraordinaire, fait qu'on va essayer de couper des coûts. On peut pas, faut qu'on fasse ça comme il faut. Puis sans nécessairement dire qu'on va mettre un stop sur toutes les technologies avant de les déployer. Non, il faut juste penser à une méthodologie pour les sécuriser. Quand on dit, OK, on va aller de l'avant avec un projet comme ça, parfait, on va déjà rentrer la sécurisation de ça dans l'équation, dans la discussion au départ du projet, ou le plus tôt possible, du moins. Moi, je trouve que ça a changé depuis quelques années. Alors, ça va peut-être pas aussi vite qu'on l'espérait. On aimerait bien que tout le monde, ce soit la priorité, le sujet numéro 1, mais ça ne l'est pas. Mais ça a quand même changé. Les gens viennent avec des questions, ils ont la TV chez eux, ils écoutent la TV, ils voient ce qui se passe. Donc, ils ont quand même changé leur habitude. Et on sait que l'optimisation des processus passe par l'informatisation, par l'informatique. Et donc, quand on met tout dans l'informatique, nos assets, il va falloir les protéger. Donc, ça devient de plus en plus... je voulais mettre un petit peu plus de sourire autour de la table parce que, oui, ça l'a quand même changé. Moi qui suis dans ce domaine-là, je trouve pas assez vite, mais il y a quand même eu des progrès. Ma question, moi, de mon côté, j'aimerais rebondir sur ce que vous mentionnez tout à l'heure, c'est jusqu'à quel point on est prêt. On ne sait jamais. Est-ce qu'on est prêt? On se pense prêt, on se pense bien protégé, on pense qu'on a les bons plans pour faire de la reprise de données, de la reprise d'activités, mais jusqu'à quel point on est vraiment prêt? Souvent, on sait, puis il est trop tard. Puis c'est malheureux. Puis après ça, on a beaucoup de jugements autour de nous, mais vous étiez pas prêts, vous étiez pas assez bien préparés, vous nous aviez pas assez bien éduqués, mais non, nous on le sait, on est dans ce domaine-là, on le voit aux nouvelles, on en est conscient qu'il y a des attaques partout avec des grandes entreprises, et des entreprises beaucoup plus grandes que la nôtre, mais souvent à l'intérieur, si je regarde les dirigeants de mon entreprise, oui, ils vont en voir, mais quelle proportion qu'ils vont voir de ces attaques-là, alors que nous, on est conscientisés, on sait que c'est n'importe quelle entreprise, n'importe quelle grandeur, n'importe quand, et qui sont down pendant longtemps. Puis jusqu'à quel point les attentes sont tournées directement sur les TI. C'est vous devez être prêts en tant que TI. Mais moi, je regarde plus, on doit être prêt en tant qu'organisation. Si les TI sont down pendant X nombre d'heures, super, X nombre de jours, on fait un bon travail. X nombre de semaines, ça veut pas dire que vous êtes pas bon. Ça veut dire que, l'attaque est arrivée par un vecteur qu'on n'avait pas vu venir, quoi que ce soit, on n'était pas préparé pour ce scénario-là. Mais la responsabilité devrait être partagée dans l'organisation. C'est si vos TI sont pas fonctionnels pendant X nombre de temps, vous, qu'est-ce que vous avez préparé sur le côté pour continuer vos opérations? La continuité des affaires n'est pas une responsabilité 100% TI, c'est une responsabilité d'organisation qui est souvent, selon moi, mal comprise. Je veux juste rebondir sur ce qui a été mentionné. En fait, les coûts associés à ça. Moi, là où je sensibilise beaucoup nos entreprises quand je fais des mandats, c'est de dire, mais tout l'argent que tu n'investis pas nécessairement en cybersécurité, à ce moment-là, quand ça va t'arriver, pour reprendre la terminologie qui a été mentionnée tout à l'heure, mais en fait, c'est quand ça va arriver, combien ça va te coûter? Aurais-tu dû investir tout ce montant-là auparavant? Est-ce que tes clients vont en écoper? Est-ce que tes fournisseurs vont être en écoper? Donc, voir l'ampleur du risque potentiel, puis financier, et pour la réputation de l'entreprise aussi.
Puis ça peut devenir assez important, ce genre de problématique-là, que c'est plus vraiment juste un enjeu de TI. Il faut vraiment que ça soit un enjeu stratégique au niveau de l'entreprise. Il ne faut pas que ça soit juste une décision au niveau des TI. Je vais rajouter tel système de sécurité, je vais protéger tel truc. Il faut vraiment que les plus hautes sphères, les dirigeants carrément de l'entreprise soient impliqués dans la décision de ça, parce que ça peut avoir des très, très gros impacts, pas juste au niveau des systèmes informatiques, mais avec l'informatisation, l'automatisation, tout ça, on peut littéralement mettre un plancher de production à l'arrêt pendant on ne sait jamais combien d'heures jusqu'à ce qu'on réussisse à le redémarrer. Fait que c'est pour ça qu'avoir le plan, puis essayer, dans la mesure du possible, de le tester ou de faire des simulations, ça devient important, là. La façon la plus simple de faire de la cybersécurité, c'est de la gestion du risque. Donc, on va partir sur notre gestion du risque, de voir qu'est-ce que ça ferait mal, puis de le provisionner, puis de mettre de l'argent de côté pour, même si une fraction, un pourcentage de ce qu'on peut perdre, c'est déjà beaucoup, puis ça va faire. Après, je nuancerai, je ferai une réponse d'avocat en disant ça dépend, parce qu'il y a des gens qui partent vraiment de tellement loin, qui n'ont pas des briques essentielles de cybersécurité. Je suis désolé, patate 3, 4, 5 au lieu de patate 1, 2, 3, c'est pas un mot de passe valide. Et ça se voit. Et d'être admin de sa machine et d'être admin du domaine dans des shops ou dans des entreprises sous le plancher, parce que c'est plus simple, ce n'est pas une bonne pratique. Donc, il y a toute une hygiène de base qui n'est pas faite. Et il n'y a pas besoin de faire d'analyse de risque pour faire l'hygiène de base. Et c'est pas forcément très dispendieux. Vous amenez un bon point, parce que vous allez encore dans des séminaires ou les formations en cybersécurité, les hackers utilisent encore ces moyens de base, là, des mots de passe simples, des vulnérabilités simples, qu'on pense qu'il y a beaucoup de grandes entreprises encore qui ont encore ces mots de passe, comme ça dit. Mais donc, c'est pas réglé encore, ces choses-là. Fait que l'hygiène de base n'est pas implantée dans les grandes entreprises, les petites entreprises, donc il y a beaucoup de travail à faire. Roger Ouellette, vous êtes le seul qui va être identifié pendant cette discussion. Je le redis au cas où. Roger Ouellette. Je suis la victime. Roger, quand vous entendez ces témoignages-là, est-ce que ça ressemble pas mal à ce que vous entendez de la part des différents clients de Vipro? Oui. Puis, en fait, au début, on a parlé de les clients sont pas conscients. Ils pensent qu'eux autres ne seront pas une cible. C'est parce qu'il faut qu'ils comprennent que, oui, il y a des attaques ciblées, mais des attaques qui sont pas ciblées. C'est juste random, c'est chippé, puis le premier qui va cliquer dessus, qu'on embarque. Puis quand on fait la suite de l'attaque, si on est chanceux, c'est un one-click, puis on attaque, puis c'est fait, merci, on a l'attaque. Si on a bâti nos pleurs d'oignons comme du monde, le spread n'ira pas trop loin au niveau de l'attaque. Le problème, c'est quand sont là pendant des mois et des mois et des mois, quand on parle du downtime, que le downtime peut être un jour, 2 jours, une semaine, s'ils sont là pendant des mois, même si le backup a été protégé durant l'attaque, je peux pas restaurer. Il faut que j'y aille petit bout par petit bout, nettoyer chacun des instances, fait que je peux être mort pendant des mois sans TI, dépendamment de la grosseur de l'entreprise. C'est là qu'on vient, quand on fait, nous autres, on fait des analyses de risque, d'impact, c'est pas nécessairement nécessaire pour tout le monde. Mais ce que je me rends compte, c'est que les business ne comprennent pas leur business. Ils savent pas ce qu'ils ont besoin pour fonctionner dans la vie. Fait que quand on fait ces analyses-là, des plans de continuité d'affaires, c'est pas affaires, c'est affaires TI, pour partir de tes TI, mais tes opérations. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu sais, si je suis un retail, j'ai 50 magasins, j'ai 2 centres de distribution, j'ai pas de TI. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Comment je fais pour le mettre sur les tablettes de mes magasins? Comment je fais pour contacter mes gens? J'ai plus de TI, là. Faut que j'appelle le monde pour leur dire, sont où mes informations? Qu'est-ce qu'il faut que j'aille préparer? Puis il faut que je le prépare combien de fois? Il faut que je prépare à chaque jour, il faut que je sorte mes données, puis ça fait de même pour être prêt de fonctionner sans les TI. Fait que c'est cette partie-là c'est d'amener les gens à comprendre leur business. Une fois que tu as compris ta business, puis on l'a mentionné, la sécurité, c'est une histoire de business, pas une histoire de TI et TI par rapport. Les TI, c'est l'enabler pour le partir, pour le mettre en place. Mais là, c'est une histoire de business. En fait, j'ajouterais, ce que je recommande souvent aussi, c'est de faire des tests, pas d'attaque comme tel, mais tu sais, de dire, OK, demain matin, on devait récupérer toutes les informations. Est-ce que notre cloud fonctionne? Est-ce que nos backups fonctionnent? Est-ce que on prend ça où? Moi, j'ai déjà eu une entreprise qui a été attaquée, puis ça a pris 3 semaines. Il y avait, tout était, encrypté et tout, donc bravo. Sauf que ça a pris 3 semaines à remonter toutes leurs activités
pour repartir. Donc, il ne s'était pas rendu compte que finalement, oui, il était bien, entre guillemets, sécurisé, comme on peut dire. Les hackers ne seront pas partis avec l'information, sauf qu'ils ont quand même été down pendant 3 semaines parce que remonter toute l'information pour repartir les activités était quand même complexe. Ils n'avaient jamais fait l'exercice de repartir les activités de zéro. Ça peut être très, très long. Excuse-moi. Oui, j'allais faire du pouce là-dessus. Effectivement, 3 semaines, c'est des fois même chanceux. Oui. Parce que ça peut être 2-3 mois, parce qu'il faut vraiment tout regarder, tout récupérer. Et j'ai vécu ces cas-là. Puis, il y en a qui sont passés dans les nouvelles. Il y a des assurances qui ont eu ce problème-là. Et ils sont débrayés sur du processus papier pour répondre aux gens. C'est arrivé dans des sociétés de gaming, par exemple, où ils ont perdu toute leur communauté parce que quelqu'un avait pris des serveurs, et donc toute leur communauté, impossible de rejoindre les joueurs, etc. Donc c'est une perte d'image, perte financière. Donc il y a des histoires qui sont vraiment pas drôles, et c'est toujours difficile de voir la valeur qui est à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est souvent les premiers exercices, comme souligne Monsieur Ouellet. C'est le seul à qui on a le droit de dire le nom. Donc, voilà. Qui vont permettre d'identifier la vraie valeur. Et s'il doit en rester qu'un à la fin de la journée de service qui est essentiel, c'est sur celui-là on va mettre le paquet. Ouais. On va mettre les efforts. Et ce qu'on peut rajouter à ça, dans le fond, une fois que tu as compris ta business, c'est quoi tes blind spots? Au niveau de la cybersécurité, tout le monde va parler... Zero Trust, je suis Zero Trust. Non, t'es pas Zero Trust. Zero Trust, c'est un framework, puis tu vas mettre des composantes pour sécuriser certains éléments. Le blind spot qu'on voit de plus en plus, c'est le human factor, parce qu'il y a un gros pourcentage des attaques qui viennent de ressources internes malicieuses. Ben, allons-y. La semaine dernière, je parlais au grand patron de la cybersécurité au Canada, Sami Khoury. Et d'ailleurs, l'entrevue est toujours disponible là, sur mon carnet si vous voulez l'écouter. Et il me disait que les rançongiciels, c'était ce qui l'inquiétait aujourd'hui le plus comme risque pour les entreprises canadiennes. Est-ce que vous êtes d'accord avec son inquiétude? D'une certaine manière, j'aurais tendance à dire oui, parce que ça arrive quand même relativement fréquemment. Puis moi, j'ai quand même une bonne culture au niveau de la sécurité avec les différents employés de l'entreprise. Puis souvent, quand ils ont le moindre doute, je leur dis, regardez, prenez 2 minutes, appelez-moi ou appelez un membre de mon équipe. On va aller vous voir, on va analyser le courriel. Puis je fais pas ça 1 fois par année ou 2 fois par année. Je fais ça fréquemment, souvent, pratiquement à toutes les semaines. J'en ai au moins un. Au fur et à mesure, on a des gens qui commencent à s'habituer, mais plus ça avance, puis plus c'est ciblé, puis souvent, on va recevoir des attaques en provenance d'un de nos fournisseurs ou d'un de nos clients ou quelqu'un d'un partenaire avec qui on travaille, puis eux se sont fait avoir, mais en utilisant l'information de eux, là, c'est l'adresse de courriel, le nom de la personne, la signature, puis le fichier qu'il y a dedans est infecté, mais tu regardes le courriel, ça devient de plus en plus, sincèrement, ça devient de plus en plus dangereux parce qu'ils sont de plus en plus difficiles à détecter, ces courriels-là. Fait que oui, effectivement, ces attaques-là sont assez dangereuses. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a une asymétrie avec la cybercriminalité. Il y a plus de criminels cyber que de défenseurs. Donc, la guerre est assez complexe à gagner, où l'équilibre dans la force est très difficile à avoir. Donc, c'est clair que c'est une menace qui est très importante. Puis, souvent, en tant qu'entreprise, puis les plus petites entreprises, on l'évoquait, ne sont pas conscientes, donc elles ne vont pas faire les premiers périmètres. Et donc, quand on n'a pas les premiers périmètres, on devient des cibles beaucoup plus faciles. On accepte un petit peu plus facilement les échanges avec nos fournisseurs, des fois avec nos clients. On s'échange des fichiers sans trop regarder. On va demander au département TI, s'il vous plaît, laissez-le passer parce que c'est le contrat qu'on doit avoir tout de suite là, qui doit rentrer. Donc, on va baisser notre garde. Et puis, il ne faut pas douter que ceux qui nous observent depuis des mois, ils savent par où rentrer. Donc, il y a cette asymétrie, ça fait mal. Les attaques qui se propagent présentement, souvent, sont pas nécessairement des hackers, mais par l'intermédiaire d'une entreprise qui était compromise dans le supply chain attack. Puis c'est presque impossible à diagnostiquer ça, à moins que la compagnie va communiquer avec l'entreprise, dire on a été victime, mais ils servent de ces vecteurs-là. Ça fait qu'on va avoir toute la suite de produits possibles qui existent. C'est presque impossible. Il faut vraiment avoir un genre de 2e facteur du département des payables ou peu importe, c'est quelque chose qui est suspect de communiquer avec l'entreprise, mais c'est beaucoup de travail. Et souvent, c'est là où le facteur humain est vraiment important, puis c'est là que c'est important de vraiment donner les bons outils à nos personnes, justement, qui reçoivent ce genre de courriel-là, puis d'essayer de les guider pour voir un peu comment reconnaître un courriel normal de leur fournisseur ou un courriel qui
Hein, celui-là, c'est drôle, il a l'air louche. Puis, on en a eu des courriels, justement. C'était carrément un de nos fournisseurs qui a changé sa méthode de faire. Donc, sa méthode d'envoyer nos courriels, c'est tombé avant, on avait un courriel personnalisé avec le fichier attaché en PDF. Puis là, ça a tombé un sujet tout à fait standard avec juste le nom de l'entreprise, avec un numéro random, un fichier PDF, votre invoice, merci, bonsoir, même pas de signature. C'est comme, on va analyser ça un peu. Finalement, il n'y avait rien là. C'est parce qu'il avait changé. Je leur ai dit, peut-être customiser ou, mettons, personnaliser un peu votre rapport parce que nous, on l'a plus considéré comme une attaque que comme vraiment une facture qu'on devait payer. Fait que c'est là où des fois aussi la balance entre c'en est un vrai, c'en est un pas vrai. C'est pour ça que j'essaie d'être le plus impliqué possible avec mon équipe pour justement aider les gens à les détecter puis à les trouver. Mais c'est complexe. Lorsqu'on parle justement de détecter, nous, autour de la table, on est sensibilisés à ce type ou différentes formes d'attaques possibles. Par contre, les employés sur le terrain, les employés doivent être formés. C'est important. Puis je dis toujours, est-ce que c'est une petite formation, un petit dîner, lunch and learn, pizza, on commande la pizza, puis on passe des capsules à l'écran. Il y en a sur YouTube. Il y a des formations justement spécialisées. Mais tu sais, la base, c'est de former nos employés, de les sensibiliser à la possible attaque ou en fait de juste lever le drapeau. Puis justement, si ils sont pas certains, bien de savoir c'est quoi le plan d'action. OK, je suis pas certain, j'appelle qui, je fais quoi. Je suis pas certain s'il est 3 heures de l'après-midi, peut-être que le département de TI est là ou peut-être que le département où j'ai des ressources, mais je suis en train de faire du télétravail puis je travaille à 11 heures le soir, j'appelle qui si je pense que j'ai été compromise. Donc, ça prend des plans d'action. Ça, c'est hyper important. Puis, toutes les entreprises, ça coûte pas cher de faire un plan d'action. C'est juste de le mettre en place et ne pas oublier de le divulguer, évidemment. J'en reviens un peu à la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est très intéressant, je pense, à la discussion qu'on a autour de la table, mais connaître notre business. J'en reviens, est-ce que c'est encore une fois 100% la responsabilité des TI? Je dirais non. Si on connaît bien notre business, on a des bons processus en place, mais quand il y a un cas, justement, de dire est-ce vraiment une facture? Oui, on peut flag au TI. Oui, on peut... il y a des outils maintenant d'automatisation qui vont scanner. On l'a chez nous, ça fonctionne super bien. On fait de la formation qui est hyper importante. On voit que nos gens sont meilleurs, sont vraiment bons, mais les attaques sont de plus en plus personnalisées, de plus en plus crédibles. On fait des tests. Je suis là-dedans. Je me suis même fait prendre à nos propres tests récemment parce que le sujet était directement en lien avec une activité que je venais de faire. Puis, j'ai pas pris, on était pressé, j'ai cliqué, puis je fais, bravo, vous avez, si ça avait été une vraie attaque, je fais, oui, bravo, c'était pas fort. Mais, j'en reviens à connaître nos processus. On fait quoi dans le cas où est-ce qu'on a un fournisseur qui nous envoie une facture puis on n'est pas certain, mais il faut avoir un bon processus ou des bons contrôles en place, dire, on contacte le fournisseur. Qui le fait? Comment? Dans quel délai? Est-ce qu'on attendait la facture? Donc, il y a encore des mécanismes qui sont pas nécessairement liés au TI qui doivent être mis en place pour venir sécuriser ou renforcer le fait que est-ce que la pièce jointe est vraiment bonne ou non avant de cliquer dessus. Donc, et c'est encore une fois la formation auprès de nos utilisateurs, là, mais qui sont extra TI, si je peux dire. Il y a quand même 2 questions dans cet énoncé-là. Il y a le fait de l'EDR, du ransomware, mais le ransomware s'accompagne souvent du vol de données, de propriété intellectuelle, avec des impacts, des données personnelles. C'est pas juste l'entreprise qui marche plus parce que tout est bloqué. Il y a aussi le deuxième effet qui vient par-dessus là. Donc ça, c'est quelque chose qui est à pas négliger dans les attaques de ransomware. Et puis on parle des humains qui sont en arrière. Oui, la formation c'est importante, la sensibilisation c'est importante, mais on peut pas toujours faire reposer ça sur les usagers qui ont des centaines de courriels à traiter le matin, qui doivent aller vite parce qu'on veut optimiser, parce que on doit remplir notre journée. Puis si le courriel, il avait un A cyrillique ou un A normal, je vous défie en 30 secondes de faire la différence. C'est quasiment impossible de cliquer. Puis encore, si vous l'avez sur votre téléphone cellulaire, que vous faites ça dans le trafic, ce qui est totalement pas recommandé, voire même illégal, vous allez cliquer dessus, puis on va se faire avoir parce qu'on a de l'humain. Donc, il nous manque des fois des protections. Parce que donner tout ça sur les épaules de l'usager, puis à la fin, on va lui dire quoi? Oh, t'es le méchant qui a cliqué, t'es pas bien, t'as pas suivi la formation, on va le taper, on va lui faire on va déverser toute notre haine
parce qu'on dessus, alors qu'en fait, il était pris dans un contexte. Donc, il y a un vrai défi humain d'affronter ensemble cette menace-là sans non plus mettre une trop grosse pression sur les usagers qui n'ont rien demandé. Puis je suis tout à fait d'accord avec ce que tu mentionnes, d'où l'importance d'avoir des processus dans certains cas. Tu sais, dans certains cas où les processus, en fait, dans tous les cas, sont importants, on s'entend, mais ce que j'ai vu régulièrement, puis je peux dire que facilement une entreprise sur 2 que j'ai accompagnée a eu, par exemple, un courriel disant qu'un de ses fournisseurs venait de changer de compte de banque pour payer les factures et tout ça. Donc, souvent, ça arrive le vendredi, 4 heures. Tu sais, donc, on veut se débarrasser, on change le compte de banque dans lequel on fait les paiements et on se rend compte que finalement, on a fait les changements bancaires, on a payé des factures de notre fournisseur dans un faux compte bancaire. Et là, c'est au bout d'un mois, le net 30 jours qui nous appelle puis qui nous dit « Hey, tes factures sont pas payées. » Puis là, ben oui, elles sont payées. Puis là, oups, là, on se rend compte de la problématique, mais ça fait quand même plusieurs fois que plusieurs paiements qui ont été faits. Donc, si le processus au départ, fait que lorsqu'il y a un changement bancaire, par exemple, il y a un processus clair qui dit « j'appelle la ressource » ou « j'appelle » ou bon, peu importe le processus selon l'entreprise, mais à ce moment-là, au moins, on vient de réduire les risques associés à justement des petits moments d'inadvertance comme ça. Oui, puis au final, il ne faut pas non plus minimiser l'utilisation des différents outils de cyber que au niveau des TI, au niveau des départements de cybersécurité, on peut déployer pour justement aider ces utilisateurs-là à soit bien les détecter ou carrément minimiser le plus possible le nombre de potentiels courriels malicieux qu'ils pourraient recevoir dans une journée. Parce que en regardant, par exemple, les logs sur mes anti-spam, pour ne pas les nommer en français, souvent, le nombre de courriels qui sont arrêtés par ces systèmes-là, c'est astronomique versus le nombre de courriels qui sont livrés. Puis ça, c'est toutes des potentielles attaques qu'au final, les utilisateurs ne verront jamais. Au fur et à mesure, oui, ces outils-là s'améliorent, mais pour les quelques fois, parce qu'ils ne sont pas parfaits à 100%, pour les quelques fois où on va avoir besoin de notre utilisateur qui nous donne un coup de main là-dessus pour dire « Hey, celui-là, il a passé au travers des mailles du filet », c'est là où, oui, effectivement, les procédures, puis d'avoir un processus bien défini pour aider les utilisateurs à travailler là-dedans puis à s'améliorer, plus que justement, le but, c'est pas de leur taper sur la tête non plus, c'est vraiment de leur faire apprendre un peu, de les aider, les accompagner puis les assister dans cette démarche-là. Roger, votre plus grand conseil par rapport au rançongiciel? Une bonne boîte de Kleenex pour pleurer. Il y en a justement une devant vous. En fait, ce que je me rends compte par rapport à ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui au niveau des malwares, des rançongiciels, c'est que oui, les attaques sont pas ciblées. Il y en a qui sont ciblées, il y en a qui ne le sont pas. Mais maintenant, sont de plus en plus ciblés dans ce qui cible comme élément. Donc, on va avoir des ransomware qui vont aller attaquer la machine industrielle, le SCADA, le PLC. Avant, hey, ton Windows, puis c'est ton Windows. Là, à cette heure, on va aller, c'est un manufacturier, c'est un industriel, je vais aller targeter ça pour vraiment mettre le business à terre. Puis, on parle de formation, de sensibilisation au niveau des usagers. Hyper important, c'est un must, c'est un critère fantastique. Mais il faut être capable d'identifier le persona. Chacun des personas a un type d'attaque qui va lui être propre. C'est sûr qu'on va, la sensibilisation normale, fine. Mais dans le persona, on parlait tantôt, on change les comptes bancaires, ces choses-là. La personne qui s'occupe de traiter ça à l'intérieur, elle a un persona que la formation doit adresser ce persona-là. Quand on parle d'un VP, ils ont chacun un type d'attaque qui peuvent se rendre là avec un target différent puis une façon de faire différente. Fait que c'est important de faire cette formation-là basée sur le persona de la ressource. Tout à l'heure, on parlait de la rapidité. On est dans un contexte aujourd'hui où tout le monde veut aller vite, il y a énormément de demandes et les employés, ils sont portés justement à aller rapidement quand vient le temps de traiter des informations, des communications qui viennent de l'extérieur. Comment vous arrivez à négocier, pour pas utiliser le mot jongler, avec cette nécessité d'aller rapidement, mais de l'autre côté, de vous assurer que les systèmes sont en place et le processus est sécuritaire? Concrètement, comment vous faites ça?
C'est un cauchemar. La boîte de Kleenex, c'est juste quand on est d'un point de vue cybersécurité, c'est un cauchemar. Parce qu'on n'a pas le droit de ralentir la business. Ça c'est impossible, mais il faut composer avec. Et puis, on a l'info nuagique qui est arrivée. Tout le monde est capable de démarrer des services dans tous les sens. On a la fantastique intelligence artificielle qui va révolutionner nos lectures de courriel, voire même nos réponses. J'ai déjà vu des gens qui écrivaient des appels d'offres avec des intelligences artificielles. Ils ont dit, c'est bizarre, on a eu des réponses qui étaient très orientées à l'intelligence artificielle parce que c'est une réponse qui était faite pour l'outil des uns devient l'outil des autres. Donc, mais on veut utiliser toutes ces technologies-là. La sécurité, on sait que si on le fait par design, dès le démarrage, c'est là où c'est le mieux. Mais comme ça va trop vite, souvent on arrive à la fin de la chaîne, puis quand le responsable de sécurité arrive, son premier réflexe, ça devrait être de dire non, parce qu'il n'était pas au courant de l'affaire. Donc, mais on avance. Donc, c'est difficile de pouvoir accompagner, puis on est le dernier de la chaîne à vouloir se dire, OK, on va essayer de minimiser un peu les risques. Mais encore une fois, on n'a pas le droit d'arrêter la business. Au-delà de juste faire l'implantation, le produit, il vit dans le temps aussi. Donc, à partir du moment de l'implantation, moment zéro, jusqu'à quelques semaines ou quelques mois, déjà, la gestion du risque par rapport à ça est différente. Ça peut arriver, il y a eu beaucoup de changements, des attaques et tout. Donc, c'est pas juste de l'implanter, mais c'est de soutenir jusqu'à temps qu'on ne l'utilise plus. Puis ça demande beaucoup de travail parce que ces gens-là vont l'utiliser. Toute interruption, toute remise en question de la façon qui fonctionne, qui est plus sécuritaire, c'est compliqué. Mal reçu. Ouais. Puis au final, honnêtement, c'est vraiment un jeu d'équilibriste qui est très difficile à atteindre parce qu'on essaie de pousser plus au niveau de sécurité, puis là, on a un impact plus grand au niveau du temps que les gens vont passer à essayer d'analyser les trucs. Là, on donne plus de responsabilités aux gens, ou une plus grande responsabilisation, si on peut dire, à nos utilisateurs, en disant « Ah, ben voilà, on vous a la formation, il y a les outils. » Mais au final, des fois, la balance, elle va dans l'autre sens, puis là, là, on commence à avoir un manque au niveau de... C'est de trouver cet équilibre-là, puis comme Roger disait tantôt, au niveau des personas, de chaque département, il y a vraiment une réalité qui est différente. Par exemple, ma personne au compte payant pourrait avoir une attaque par fraude du président. Ou ça, c'est des choses qu'on a vues dans un paquet d'entreprises, des entreprises avec qui on a fait affaire qui en ont été victimes. Fait que c'est des choses qui sont tout le temps là, mais puis faut pas se cacher non plus, le vendredi à 4 heures, ça se peut que s'il y a un courriel qui rentre, il soit traité légèrement avec moins de... il va être traité un peu plus rapidement que, par exemple, en début de journée, un mardi vers 9h, mettons 9h30, où là, les personnes sont plus encore reposées, pas trop fatiguées de leur semaine, où ils s'arrachent les cheveux. Donc, c'est certain que le niveau de vigilance va être différent. Puis des fois, d'un département à l'autre et d'une journée à l'autre, ça varie tellement. Fait que le jeu d'équilibre est difficile. J'aimais bien la première réponse du fait que c'est un cauchemar et que tout va vite. Et l'équilibre, je pense que c'est là qu'il faut essayer de le trouver. Puis c'est pas facile parce qu'au-delà de juste l'aspect cybersécurité, c'est aussi l'aspect des technologies qui se développent à une vitesse fulgurante, particulièrement depuis, je veux dire, 5 dernières années. Et de l'autre côté, on se tourne du côté des TI, surtout en PME, on dit, mais vous connaissez pas ça, il y a tel outil qui existe, il y a tel... Oui, mais on peut pas tout connaître, parce que dans les 5 dernières années, il y a eu l'explosion du cloud, il y a eu tout ce qu'on parlait tantôt de rançon logiciel qui a explosé, les attaques avec les décisions des fois gouvernementales qui viennent faire en sorte qu'on devient des cibles à la suite de ces décisions-là. Il va y avoir l'intelligence artificielle, puis on s'imagine que les TI, demain matin, ah ben oui, nous on a tout déjà intégré, on était à l'avance, on a suivi des formations, puis on connaît tout, on est capable de sécuriser, on est capable de déployer, puis donc ça en fait énormément pour des gens qui, il y a 5 ans, dans l'organisation, on parlait de techniciens, on parlait davantage de généralistes. Quand on avait besoin de spécialités, on se tournait vers des gens justement de chez Novipro pour nous accompagner. Puis on comprend pas que nous, au niveau des TI, là, on soit dépassé, puis on n'est pas capable de suivre le rythme. Donc c'est de trouver l'équilibre de sans ralentir l'organisation, peut-être de sensibiliser davantage au niveau de la haute gestion pour dire oui, mais est-ce qu'on peut prendre juste un petit recul pour déployer déployer les points correctement. Puis la semaine dernière, il y avait un événement AI à Montréal. Puis un point que je trouvais super intéressant, c'est oui, on veut
déployer rapidement tout ce qui est intelligence artificielle et tout. Mais il y a encore des technologies d'aujourd'hui qu'on n'utilise pas, qui sont même pas du tout optimisées, qu'on n'utilise pas correctement. Est-ce qu'on peut se concentrer sur les technologies d'aujourd'hui, voire d'hier, avant de penser aux technologies d'aujourd'hui et de demain? En fait, j'adore ce qui a été mentionné parce que effectivement, les PME, c'est pas pour rien que je fais de la transformation numérique, alors qu'on pouvait dire, on avait la même terminologie il y a 20 ans encore là, transformation numérique. Nos entreprises, nos petites entreprises québécoises ou canadiennes sont peu technologique, on va le dire comme ça. Donc, et effectivement, on parle d'intelligence artificielle. Je parle rapidement de l'intelligence artificielle dans nos entreprises, mais très rapidement parce que on n'est même pas rendu... on parlait du 4.0. Pour moi, il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore au 2.0. Là. Donc, ça évolue très vite. Est-ce que, moi, ce qui me fait peur, c'est de voir nos entreprises, est-ce qu'elles vont se faire avaler par, justement, des technologies qui sont plus grandes, plus évoluées? Elles seront pas capables de suivre. Mais encore là, faut-il les former, les aider là-dedans, les accompagner? Donc, c'est tout un enjeu, là. Si on parle cybersécurité, il faut essayer de garder ça le plus simple possible. Parce que cybersécurité, on va regarder à chaque interaction entre les départements, à chaque niveau de la chaîne, si c'est sécuritaire dans le stockage ou dans le transit de l'information. Donc, plus il y a d'étapes, plus ça donne des fenêtres d'opportunité, des fenêtres d'exposition dangereuses. Donc, le conseil, c'est d'essayer de garder ça le plus simple possible. Plus ça devient complexe à sécuriser. Donc, ça pourrait être ça, sans, encore une fois, briser l'élan, l'envie d'avoir accès aux nouvelles technologies, parce que, on le sait, l'optimisation passe par l'informatisation. Donc, c'est là où c'est le paradigme, ou en tout cas la dualité entre il faut que ça avance, mais il faut que ça reste simple parce que on veut éviter les accidents. Roger, je me tourne vers le sage de Navipro. Comment on arrive à balancer, à jongler, je reviens encore avec ces mots-là, là, la rapidité, la flexibilité, mais de l'autre côté, la sécurité des systèmes? Ça devient une question de business. C'est tout simplement ça. C'est de le faire. Je peux pas dire que, tant que moi, qu'une règle comme ça, on va arriver, on va être balancé. Là, ça va avec le type de business que tu as, l'importance de ta business, l'importance des TI pour ta business. Une fois que tu as compris ta business, ça va mettre les composantes en tant que telles. On parlait de by design. Si tu parles de la loi 25 pour la protection en année, maintenant, dans ce là tu dois avoir sécurité by design. Tu dois faire des risk assessments pour chacun de tes projets, voir c'est quoi l'impact. Quand on parle d'une PME aujourd'hui, si tu veux te sécuriser, c'est pas un outil qui va te sécuriser, ça en prend un paquet. Quand tu parles à un manufacturier, ils ont de la grosse machinerie en arrière, ils l'opèrent, ils font leurs choses avec, mais quand c'est le temps de la maintenir, cette machine-là, c'est qui vient le faire? C'est le manufacturier de cette machine-là. C'est lui qui vient s'en occuper. Fait que quand on dit une PME, tu vas mettre 50 outils dans la place de sécuriser. Tu as besoin de 50? Peut-être pas. Peut-être 5, 10. Mais est-ce que je peux penser que quelqu'un dans une PME est capable de gérer son serveur Windows, son stockage, son network, son firewall, son affaire dans le cloud, le courriel, l'usager, la formation de l'usager, en plus, tous les autres outils de cybersécurité qui sont là, puis de comprendre ce qui se passe là? Tu as besoin d'aide. Tu peux pas le faire par toi-même, c'est impossible. Si tu penses qu'une personne dans une PME est capable de tout faire, ou même 2 personnes, de comprendre toutes les technologies, c'est impossible. Fait que le moyen de simplifier les choses, c'est de te trouver un bon partenaire, puis de travailler avec lui pour qu'il t'accompagne dans cette sécurisation-là, puis de te suivre dans ta progression. C'est ça qui va te permettre d'avancer au niveau de ta business, parce que t'as pas le choix. Est-ce que ça ne devrait pas être obligatoire dans un cadre maintenant, je sais pas, gouvernemental, quelque chose que ces règles de base-là sont renforcées pour avoir une entreprise? Tantôt, on parle d'hygiène de base, là. Ils ne font pas les entreprises, mais est-ce que ça devrait être renforcé? C'est la cybersécurité. Si tu veux faire le business, c'est comme ça maintenant. Ouais. Sinon, tu vas avoir, gouvernemental, tu n'as pas ça. Tu vas avoir des cyberassurances. Mais après ça, c'est ton client ou ton partenaire qui peut te l'imposer. Parce que moi, je vais rencontrer des clients où tu as besoin de faire X éléments de protection et bon, pourquoi?
Ben, c'est parce que mon partenaire, il m'a donné un formulaire. Donne-moi ce que tu as. Supply chain, on parlait tantôt. Fait que tu garantis ton supply chain, ton client ou ton fournisseur, que lui, il a mis les bonnes affaires en place pour te sécuriser. Gouvernemental, pour ceux que je veux voir le gouvernement, déjà là qu'avec la 25 et la C27 qui s'en vient au Canada, sont déjà en train d'imposer la Security by Design, d'imposer... Si tu y penses, là, juste la loi 25 aujourd'hui, tout ce que tu as besoin de mettre en place pour être capable de respecter ça, c'est pas juste une histoire de trouver et où m'a donné, là. C'est toutes les politiques, les règles, la traçabilité, le suivi, tout est là. On parle de loi 25, puis de, c'est 27 éventuellement, là, qui arrive bientôt, mais pouvez-vous croire que dans la dernière année, en fait, j'ai fait plusieurs mandats en entreprise qui ne savaient même pas ou qui avaient entendu parler de la loi 25, mais ils ne savaient même pas qu'est-ce que c'était. Mm-hmm. Donc, si on parle, alors que c'est gouvernemental, donc, est-ce que le message a bien passé? Est-ce que, on pourrait se poser plusieurs questions sur la transmission de l'information, mais est-ce que c'est plutôt, ça devrait être de soi maintenant? Tu sais, ça devrait faire partie peut-être d'éléments. T'as du financement, donc gestion du risque. On fait de la gestion du risque d'entreprise, mais gestion du risque cybersécurité, puis protection des renseignements. Mais il y a plusieurs entreprises qui, loi 25, ne savaient même pas c'était quoi, là, ou à peine. Il y a plusieurs problèmes sur ça. Effectivement, il y a des publicisations qui n'ont pas été faites correctement. Il y a même des gens qui sont encore étonnés de voir que ça existe. Même si je suis sous l'anonymat, je dirais pas les blagues que je dis autour de ça. Mais il y a ce problème-là sur la réglementation, mais la base devrait être imposée. Il n'y a pas personne qui oublie de déclarer ses impôts. Il n'y a pas une entreprise qui déclare pas ses impôts. Enfin, si vous le faites, à mon avis, vous allez avoir un problème dans pas long. Et il devrait y avoir cette obligation de sécuriser au moins le minimum. Puis on parle de malware, de protection anti-malware, on va parler de sensibilisation, on va parler de MFA. Enfin, tous ces mots-là, on les a déjà tous entendus. Ils devraient être systématiquement mis en place. Aussi bien pour nous en entreprise que pour les clients, que pour nos fournisseurs, etc. Donc c'est une barre qui devrait monter. Puis après, il y a un deuxième problème, c'est la place de la cybersécurité dans les organisations. Souvent, on va rencontrer le CFO qui a le portefeuille. En dessous du CFO, on va avoir la personne qui gère les TI. Puis en dessous des TI, on va avoir un gars qui va gérer la cybersécurité. Donc, la cybersécurité, si elle est en bas de l'échelle, elle n'a aucun pouvoir pour agir. Et on le voit dans énormément d'entreprises. Donc, le gars qui a le chapeau de sécurité, parce que le jour où il y a un problème, on va savoir où le trouver. Ça, c'est clair. On va trouver le gars de sécurité. Il est caché au fond de l'organigramme, mais on va le trouver. Par contre, quand c'est le temps de faire les budgets, il a disparu. Il a disparu. Je vais terminer en vous posant une question, parce qu'on a évoqué tout à l'heure l'intelligence artificielle. De plus en plus, on en parle. Il y a la pression qui vient avec de l'utiliser dans les entreprises, mais il y a des risques qui viennent avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, puis particulièrement avec la façon dont les géants nous invitent à l'utiliser. Je pense nommément à Microsoft et Google qui veulent permettre à leurs utilisateurs d'intégrer, mais vraiment au cœur de leur opération, ces outils-là qui vont les aider à être plus performants, sauf que ça vient avec des risques. La gestion de l'information, les données qui sont là-dedans. Comment vous entrevoyez ça? Honnêtement, dans le milieu manufacturier, je dirais qu'il y a beaucoup d'outils qui commencent à apparaître un peu pour essayer d'améliorer l'efficience des différents processus de par l'analyse via intelligence artificielle. Le problème, c'est que on a d'un côté l'intelligence artificielle qu'on va appeler grand public, le fameux ChatGPT que tout le monde ne jure que par ça, on dirait ces temps-ci, les DALL-E de ce monde qui remplacent des artistes, des trucs comme ça. Je veux pas lancer un débat là-dessus, mais le problème, c'est que c'est souvent les modèles qui sont utilisés pour créer le contenu de ça, c'est pas des modèles qui vont être vraiment orientés pour une utilisation en entreprise ou dans le manufacturier, par exemple. C'est des modèles qui sont ultra généralistes, qui vont avoir été créés basés sur les données de plein de gens qui vont avoir mis là-dedans pour essayer je veux écrire une lettre à telle personne ou j'aimerais ça répondre de telle manière, mettons écris-moi ma rédaction, ma thèse de
de doctorat sur tel sujet. ChatGPT va se faire un plaisir de le faire. Mais au final, est-ce que ça va vraiment aider l'entreprise manufacturière là-dedans? Non. Puis c'est la sélection de ces outils-là qui devient complexe. Parce que oui, il y a les grands joueurs comme les Google, les Microsoft, tout ça. Mais au final, quel joueur on a en tant qu'entreprise pour dire, bon, avec lui, je peux avoir la base, le moteur, l'engin d'intelligence artificielle, puis le modèle, je vais, avec eux, le générer pour nos besoins d'entreprise, pour qu'ils respectent un peu notre thinking, notre façon de penser, notre façon d'être, parce qu'au final, une intelligence artificielle, on veut qu'elle représente bien ce que l'entreprise est et comment l'entreprise fonctionne. Fait que trouver ce bon outil-là, c'est pas évident. ADN. Oui, c'est ça. Je dirais aussi, tu sais, l'intelligence artificielle, oui, il y a plusieurs entreprises qui m'en parlent, sont pas toujours, moi je dis, au même niveau ou au niveau où elles sont prêtes à l'utiliser. Puis il y a toujours, sans dire, un certain risque avec ça. C'est quel outil on utilise, quelle information on donne à cet outil-là aussi. Bon, on parle d'informations confidentielles dans certains cas aussi. On parle peut-être de clients, on parle de partenaires, où on donne de l'information. Et en plus de ça, c'est de savoir, est-ce que même l'information qui nous est transmise, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est réelle? Quelle est la validité de l'information qui est inscrite dans ces outils-là? Bien, je me permet aussi de sensibiliser les gens avec ça. Est-ce qu'on va se retrouver avec une espèce de monde artificiel qui n'est plus vraiment vrai et tout ça? C'est quoi? Puis c'est quoi le risque aussi de divulguer de la fausse information qui n'était pas volontaire, mais pour les PME, de divulguer de l'information qui n'est pas vraie ou dont les sources ne sont pas validées? Je me permets de poser la question. Les données, c'est l'or du 21e siècle et toutes ces intelligences artificielles-là ont besoin de données. Donc, quand on veut de l'ultra-personnalisation, ça va être compliqué parce qu'on va utiliser nos propres données qu'on a déjà pour essayer d'améliorer. Donc, des fois, c'est peut-être un peu limité. Ça apportera pas la valeur qu'on espère ou qu'on rêve. Et quand on veut tout mutualiser et mettre toutes les données qui est à l'intérieur de tout le monde, c'est compliqué. J'aimerais bien qu'un jour, une intelligence artificielle me dise tel médicament parce que toi, t'es comme ça, voilà, t'as ton ADN, tes réflexes, et me disent tu dois prendre que 10 mg de tel produit, etc. Ce sera ultra personnalisé et ce sera génial d'avoir ça. Par contre, ça veut dire qu'on va perdre un peu notre liberté ou nos identités parce qu'on va être obligé de donner énormément de données à l'intérieur. Je suis très curieux de savoir où va se placer la limite. On a tous peur parce que c'est clair qu'on n'a pas envie que nos comptes de banque soient complètement dans une intelligence artificielle pour savoir quel est le meilleur placement parce qu'on va pouvoir ressortir l'information à un moment donné parce qu'elle sera dans la machine. Puis d'un autre côté aussi, il faut trouver à quel point on dit on peut faire confiance aux données qui sont générées par ça. C'est justement ça. On disait, bon, OK, on ajuste un médicament, on tombe à 10 mg. OK, cette analyse-là a été faite. Est-ce que c'est une analyse qui a été faite vraiment par un collège de médecins qui a dit oui, ou des pharmaciens qui a dit oui, vu cette condition-là, oui, on peut aller là? Ou est-ce que c'est des informations qui ont été ramassées à droite, à gauche? Ça, c'est tellement difficile. Puis ça, c'est même une problématique qu'on voit sur les réseaux sociaux. Juste faire l'exercice pour le plaisir, aller sur Facebook, regarder le contenu qui est généré, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui a été généré par intelligence artificielle. La barrière pour l'identifier devient de plus en plus mince. Il y a un danger là aussi à voir quelle est la vraie information de la mauvaise. Ça devient difficile, là. Je reviens avec ma question. Comment vous entrevoyez l'intégration de l'IA dans vos réseaux? Pour moi, l'IA, présentement, est juste contrôlée par quelques grosses compagnies, malheureusement. Puis, ils ont des objectifs précis, qui n'est pas nécessairement de développer des produits qui vont aller chercher des besoins plus nichés de certaines entreprises, comme on a besoin dans le domaine aussi manufacturier. Donc, ça va devenir de plus en plus compliqué pour ces petites startups-là. Il y avait un article dans la presse qui en parlait la semaine dernière, justement, que ça coûte plusieurs milliards juste pour entraîner un modèle qui pourrait servir un besoin. Donc, c'est le début de l'intégration, mais on s'en sert pas maintenant. Donc, on regarde ce qui se passe. On ne sera pas les premiers à embarquer là-dedans, mais on va suivre quand d'autres entreprises vont avoir réussi à l'implanter correctement. Non, je jugerais dans le même sens. Je pense pas que je veux être l'entreprise pionnière dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais je voudrais pas être la dernière non plus, parce que je pense que ça va être essentiel à très, très court terme de se plonger dedans. Par contre, je veux qu'on le fasse de la bonne façon,
Je veux pas qu'on court à dire oui, c'est un mot à la mode et un mot qui est là pour rester. Puis comment je peux l'utiliser? Où est-ce que je peux utiliser l'IA présentement? Là? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça peut faire pour moi? Non, c'est de revoir, j'en reviens à ce que je mentionnais tantôt, c'est quoi nos processus à l'interne, lesquels peuvent être automatisés, lesquels l'intelligence artificielle pourrait m'aider à faire mieux et à faire différemment, mais en s'assurant aussi que le modèle de données entraîné derrière fasse du sens et avec mes besoins et avec ma réalité, puis que la réponse qui va être générée, ça fasse du sens aussi. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. On l'utilise déjà. Ça fait des années que quand on a nos filtres anti-pourriel ou anti-spam, qui utilisent déjà de l'intelligence artificielle, on a des solutions qui s'appellent des SIEM qui permettent d'utiliser l'intelligence artificielle. On a l'EDR qui permet de maximiser. Donc, on l'utilise sans le savoir. Mais on aimerait bien avoir des exemples beaucoup plus concrets parce que ça reste invisible. Je devrais le documenter à ce moment-là, dire à mon patron, voilà, depuis plusieurs années, on l'utilise déjà, donc on est dans l'avant-garde, puis on gagnerait peut-être des points à ce niveau-là. Roger, le mot de la fin, comment une entreprise devrait envisager l'intégration de l'IA dans son système? Ça prend beaucoup de formation puis de lecture sur les T's and C's, les petits caractères. L'exemple que j'aime donner là-dedans, moi, c'est Microsoft, quand à un moment donné, il nous donnait Windows. Nouvelle version gratis. Gratuite. Je te la donne, Windows, prends-les. Commence à lire les petits caractères, là. C'était écrit qu'il y avait accès à toutes tes données. Tu lui donnais permission de lire toutes tes données personnelles. À cette heure, Copilot. Il nous donne un beau petit Copilot, qui est le fun, là, puis il y a une version de base avec ton Windows, puis tu peux l'avoir après ça dans ton Office. Là, il va se mettre tu peux lui demander de créer des courriels, créer des lettres. Il fait quoi avec ces données? Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Est-ce qu'il passe à travers toute ma boîte aux lettres, moi, là? Je lui demande de répondre à un email, là, il passe-tu ma boîte aux lettres? Il a accès à mon OneDrive, il va chercher tous mes documents? Qu'est-ce qu'il fait avec ces données-là? Fait que la mise en place dans l'entreprise nécessite une grosse séance de lecture avec un avocat pour comprendre les T's and C's qui sont là, pour comprendre qu'est-ce que je donne accès. Puis comment je fais pour le barrer où ce que je veux pas qu'il barre? Parce que il n'y a rien de gratuit dans la vie. Hein? Fait que si je donne Microsoft, c'était clair. Si je donnais un Windows, c'était sûr qu'il y avait une raison de. Pourquoi collecter mes données? Ça servait à quoi, ça? Bâtir le AI en arrière après? Il y a besoin de data. À tous et toutes, merci infiniment d'avoir joué le jeu de l'anonymat pour répondre à ces questions-là. Et puis... Anonymat? Ah oui, à part Roger Ouellet de Novipro. Mais sinon, merci beaucoup. Et puis, qui sait, peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine. Merci. Merci. C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Alors cette semaine, Jean-François, tu t'intéresses à la recherche UX. Alors oui, cette semaine, je parle avec Charles-Éric Lemieux, qui est un spécialiste en recherche utilisateur, service design branding. Et tu sais, hein, dans les derniers mois, même les dernières années, on a souvent parlé de cet aspect-là du UX. Autant on peut s'imaginer que le UX, c'est le design, mais c'était aussi beaucoup l'aspect recherche qu'on y met, le temps qu'on passe à aller chercher des informations pour mieux concevoir des interfaces pour les humains. Et il y en a eu vraiment beaucoup, là, puis c'est ce que je trouve intéressant avec la compagnie de Charles-Éric, et c'est pour ça que j'ai voulu lui parler. C'est une compagnie québécoise qui vient de la recherche universitaire et qui a donné une compagnie justement spécialisée là-dedans, mais dans la recherche très pointue. Et nous, dans d'autres domaines, on connaît des compagnies comme Optimal Workshop, je crois, qui viennent de Nouvelle-Zélande. Il y a quelques grandes compagnies là-dedans qui font dans la recherche. Mais donc maintenant, on a Polygon, la compagnie de Charles-Éric Lemieux et de son associé, qui font ça localement. C'est ça, la prochaine étape, ce serait de prendre de l'expansion au niveau international. C'est l'objectif de Charles-Éric et de son associé. Merci Jean-François, tu viens de mettre la table. On va écouter à l'instant cette rencontre et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir Bruno, à la semaine prochaine. Salut. Bye. Polygon, c'est né environ en 2012 d'un projet de Yann Kestens, Dr Yann Kestens, à l'Université de Montréal, à l'École de santé publique. On pourrait considérer, dans le fond, que l'aventure Polygon est un peu un spin-off de son laboratoire. Donc, à l'époque, il a reçu un financement de Santé Canada en collaboration avec l'INSERM, qui est un
institution en France, avec un autre chercheur en France. Ils ont développé une petite application de collecte de données géospatiales. Ils avaient besoin de ça dans le cadre de leur projet. Et à partir de là, ils se sont ambitionnés, si je peux dire, à se dire que ça pourrait devenir être un outil qui est réutilisé par d'autres chercheurs. Et l'idée est venue d'en faire une entreprise. Mais bon, les deux chercheurs sont à temps plein investis dans leur projet de recherche et tout. Ils ont vite constaté que d'avoir un projet d'entreprise en parallèle, c'est quelque chose d'assez complexe là, pour pouvoir maintenir en vie le développement et l'évolution du produit. Donc, ça a vivoté, si je peux dire, pendant quelques années, jusqu'au moment où Patrick Matos, qui est un autre associé chez Polygon, et moi, on a manifesté l'intérêt de s'investir là-dedans. On croyait beaucoup au projet. Faut dire aussi qu'entre-temps, il y avait un autre produit qui s'était ajouté dans le portfolio de Polygon, qui s'appelait pas comme ça à l'époque. Un outil de cartographie conceptuelle. Peut-être qu'on pourra s'attarder un peu plus à ce que c'est plus tard. La carte à ne pas confondre avec le mind mapping. Hein. Souvent, on pense au concept map. Bon, il y a comme une espèce d'imbroglio sur la nomenclature de ces méthodologies-là, mais on en reparlera. Enfin bref, il y avait un outil de concept mapping qui nous intéressait beaucoup. Donc, Patrick et moi, qui venons du milieu du business, la finance, le UX, le branding, on a apporté ces expertises-là dans l'entreprise avec un calendrier, une volonté vraiment de développer des produits pour le milieu de la recherche. Donc, en 2020, je pense qu'il y a un merge officiel là, avec Patrick et moi dans l'entreprise et on a vite apporter ce que la notion du UX dans le développement et des produits, mais aussi de l'accompagnement dans la réalisation des projets de recherche. Ça aussi, on pourra en revenir un peu plus. Mais maintenant, là, je pense qu'on peut dire que Polygon a un positionnement assez unique grâce à la combinaison d'expertise qui sont pas nécessairement habituelles dans la mise en place ou l'opérationnalisation des projets de recherche. Mais donc, qu'est-ce que ça fait, Polygon? Donc, il y a une composante géospatiale. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça fonctionne? Oui. Ben, en gros, l'offre de service, elle est basée principalement sur des outils de collecte, de gestion et d'analyse de données. OK. On a deux grandes collections d'outils. Une collection d'outils qu'on appelle les outils d'enquête populationnelle. Donc ça, c'est tout ce qui est... c'est là-dedans, on rentre la collecte de données géospatiales, de réseaux, d'évaluation écologique momentanée. Donc, c'est quand même des données, des projets qui sont assez complexes, avec tout le volet qui consiste aussi à gérer les projets. C'est souvent des projets longitudinaux avec gestion de cohortes, gestion de matériel d'enquête, gestion d'enquêteurs. Donc, ça, c'est tout l'offre de services produits pour le milieu de l'enquête populationnelle. Et l'autre pilier, l'autre collection, c'est tout ce qu'on appelle la recherche systémique, qui, elle, a comme base la collaboration. Donc, c'est des outils collaboratifs de recherche, entre autres la cartographie conceptuelle, un outil de Delphi, peut-être connais-tu cette approche-là? L'idée, c'est tout le temps d'aller chercher une connaissance collective par rapport à un enjeu dans ce volet-là de collection. Et on a un autre outil aussi qu'on appelle le Fuzzy Cognitive Mapping. Donc, des projets qui sont plus rarement longitudinaux, c'est plutôt des photographies instantanées avec l'objectif d'aller chercher une compréhension commune d'un phénomène, d'un enjeu. Donc ça, c'est l'autre volet. Et par-dessus ça, ou pour soutenir ça, on a de l'accompagnement pour évidemment optimiser le plus possible l'utilisation des outils, mais aussi pour, comme je le disais tantôt, l'opérationnalisation des projets de recherche. Donc, pour nous, d'une certaine manière, le déploiement d'un projet de recherche ressemble à une mise en marché pour aller séduire des participants, les fidéliser, faire la rétention avec eux, établir un certain sentiment d'appartenance. Il faut que nos outils soient le plus agréables possible, avec le moins de friction possible aussi. Parce qu'on dans le milieu de la recherche académique, on s'entend, là, c'est pas des petits questionnaires légers, c'est souvent des efforts cognitifs,
l'investissement à long terme. Donc, il y a beaucoup de considérations de UX dans tout ça. Évidemment, de bâtir une certaine identité visuelle, identité de marque, je l'appelle comme ça, mais c'est pas un terme qui est nécessairement partagé ni compris dans le milieu académique, mais je pense que ça illustre bien l'idée là, de pouvoir créer une espèce d'objet auquel autant les participants que l'équipe de recherche ou les différentes parties prenantes qui tournent autour d'un projet puissent s'identifier. Avec aussi l'approche de ce qu'on appelle le service design, qui est quand même la sœur proche du UX. Ouais. Bon, on a la capacité, l'habileté aussi d'accompagner les chercheurs à mettre en lumière des points d'aveuglement qu'il pourrait y avoir dans leur opération, la mise en place d'un projet de recherche. Donc, souvent, on les accompagne là, en amont jusqu'en aval pour s'assurer que tout ça fonctionne bien. Donc, c'est vraiment votre clientèle, c'est la clientèle de recherche. Tu disais même peut-être dans un contexte urbain, donc des planificateurs urbains peuvent utiliser ce genre de votre logiciel, là, finalement. Ouais, notre cible, si je peux dire, elle est très nichée. Effectivement, c'est des chercheurs qui obtiennent des bourses pour mener à terme un projet. Okay. Donc, ils sont souvent associés soit à un institut de recherche, mais le plus souvent à l'université, tout simplement. Ouais. Mais les outils qu'on fait, comme ils sont plutôt dans la grande famille de la recherche dite des sciences sociales, ben dans ça, on a santé publique, épidémiologie, planification urbaine, gouvernance, des trucs comme ça. On n'est pas dans les sciences exactes, là, la chimie ou le clinique, mais vraiment dans la grande famille des sciences humaines et sociales. Intéressant. Ouais, ben en fait, je pense que tu le mentionnais dans ce que tu m'as envoyé avant qu'on se parle là, sur Optimal Workshop, par exemple. Oui, par exemple. Donc, c'est un outil que je connais bien pour l'avoir utilisé dans une autre vie. Ouais. La cartographie conceptuelle, c'est peut-être le temps de l'expliquer. Là, en fait, l'idée de la cartographie conceptuelle, c'est de dresser une image de comment les gens perçoivent un enjeu en particulier. Okay? Donc, l'idée, c'est d'aller récolter des données avec différents types d'individus, différents personas, si je peux le dire comme ça, pour pouvoir éventuellement confronter justement les visions, voir s'il y a quelque chose qui est commun et qu'est-ce qui est polarisant. Et pour y arriver, en fait, c'est il y a deux grandes étapes. Une première étape où on appelle ces différents intervenants, personas à réfléchir, à brainstormer sur un enjeu en particulier. Okay? Ouais. L'exemple que je donnais tantôt là, sur le capital social, c'en est un bon qui illustre l'idée. Donc, on récolte plusieurs considérations, plusieurs idées qui se situent à différents niveaux. Ça peut être très précis, très tactique ou très théorique, très conceptuel. Et après, on fait un certain ménage là-dedans avec l'intelligence artificielle pour réduire le nombre d'idées. Et on resoumet ces idées-là en tri de cartes, donc comme Optimal Workshop propose. Où on demande aux gens de créer des groupes qui ont un sens pour eux par rapport à les idées qui ont été conservées. Ouais. Et on leur demande aussi d'évaluer ces idées-là sur différents axes. Ça pourrait être, par exemple, sur la faisabilité, l'importance de ces éléments-là. Donc, la cartographie conceptuelle, c'est ça. Et évidemment, ben, tu l'auras compris, il y a un bloc qui est vraiment spécifiquement dédié à du tri de cartes. Ça fait partie du processus. Et moi, Optimal Workshop, je les connais parce que j'en ai fait dans ma vie pour de l'architecture d'information, du tri de cartes. Ils ont deux produits, là. Ils ont le Open Card Sorting puis le TreeJack, qui sont comme deux variables. Nous, comme je le disais, on s'adresse à une niche de chercheurs. Éventuellement, on veut agrandir notre comment je peux dire, notre cible, si je peux dire ça comme ça. Sûr, mais ça pourrait facilement s'adresser à des chercheurs ou des gens dans les gouvernements là, par rapport à ce que tu décris là, de conceptualiser et retourner vers les utilisateurs sous la forme de tri de cartes ou autre pour avoir le pouls de certaines situations ou certaines parties de la population. Ce serait super intéressant. Ouais. Oui, ben en fait, c'est souvent l'objectif qu'il y a derrière les projets quand on utilise la cartographie conceptuelle. Mais bon, dans le cas de Optimal Workshop, on est très spécifiquement, on s'adresse spécifiquement aux gens du UX avec une volonté de travailler sur l'architecture d'information en particulier. Je pense qu'on peut se servir du tri de cartes pour d'autres choses, là. Mais je dirais que la cartographie conceptuelle, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus vaste, un peu plus justement conceptuel. Qui serait, à mon avis, beaucoup utile
dans la conception en amont d'un projet de produit pour régler ça donne ça donne un levier incroyable pour cerner une problématique bien précisément. Tout à fait. Et c'est trop souvent négligé, justement. Ce travail-là est fait plutôt en aval qu'en amont, parfois, malheureusement. Exact. Un peu trop tard. On a déjà décidé d'une solution. Il faut trouver le problème qui fit avec. Et toi, dans ce que vous avez fait, ou vous, dans ce que vous avez fait, il y a vraiment une partie très conceptuelle en amont. C'est pas juste un tri de cartes. En fait, il y a l'outil tri de cartes aussi, mais vous faites quelque chose. Puis il y a de l'AI aussi là, dans ce que vous utilisez. Donc, ça marche l'information aussi en amont. Là. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher. C'est inductif plutôt que déductif. Là. L'idée, c'est vraiment de cerner une problématique, comment elle est perçue, comment elle est considérée. Ouais. Et comme je le disais, de pouvoir confronter les visions parce que, je veux dire, dans l'approche, on est capable d'aller chercher des données comportementales, des données démographiques pour pouvoir aller isoler des personas, justement. Ouais. Donc, comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, nous, on était capable d'aller faire l'analyse, l'exemple de la BNQ, que je donnais plus tôt. On est capable d'aller comparer la vision du futur des services de bibliothèque et d'archives, des gens à l'interne, des experts en documentation, archives et du citoyen. Et c'est là que ça devient hyper riche parce que tu vois qu'il y a des points communs, puis il y a des divergences. Et ben là, ça devient super utile pour la suite des choses et le design d'un produit, justement. C'est super intéressant. Qu'est-ce qui s'en vient dans le futur de Polygone? Est-ce qu'il y a des projets intéressants pour le futur? Oui, ben là, nous, on vise à développer le marché européen. Donc, en ce moment, justement, on est en train de présenter, dans quelques jours, on va présenter les résultats d'amélioration qu'on a fait sur des scripts d'analyse au niveau du cluster analysis. Donc, c'est probablement, en fait, c'est quelque chose que Optimal Workshop utilise. Mais bon, nous, on a développé notre propre approche par rapport à ça pour en optimiser un peu les résultats. Donc, on présente les résultats de ça à Rimini, une conférence qui a lieu dans 2 jours. Il y a un projet de papier scientifique lié à ça. En fait, il y a beaucoup de projets de recherche et de développement à l'interne. Pour ma part, je travaille sur un projet où on réfléchit on a constaté un certain manque de profondeur dans les recommandations du WCAG sur la typographie et la lisibilité. Donc, je travaille sur un projet de revue de littérature pour justement aller creuser un peu plus sur la connaissance qui existe par rapport à tous les critères qui permettent d'optimiser la lisibilité dans un contexte en particulier. Vraiment intéressant. Charles-Éric, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités. Merci à mes collègues Jérôme Colombin, Catherine Dupont-Gagnon, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis merci aux gens de Novipro qui ont permis l'enregistrement de ma table de TI anonyme. Merci à vous aussi d'avoir écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Sinon, à lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.